Bonjour à tous et à chacun. 4000 enfants au Cameroun sont victimes de trafic à des fins sexuelles, aux travaux forcés, mais également à d'autres maltraitances. C'est le triste et sombre résultat d'une étude rendue publique hier par le ministère des Affaires sociales. L'étude révèle que le phénomène de la traite des enfants est en constante expansion au Cameroun. 36% des 4000 enfants en situation d'esclavage sexuel ont donc moins de 13 ans seulement, et donc 32,4% de ces victimes sont issues des 3 régions septentrionales du Cameroun. C'est assez grave, c'est terrible ce que vivent nos enfants, et c'est bien que le ministère des Affaires sociales en fasse ce cas, comme il l'a fait hier à travers la publication de cette étude réalisée au Cameroun. Donc 4000 enfants au Cameroun qui sont victimes de trafic, d'esclavagisme, mais surtout de maltraitance. Il faut qu'on en parle ce matin. C'est la raison pour laquelle on a choisi de débuter ce programme ce matin en faisant ce cri, ce grand cri de détresse, et en poussant également une forme de colère. Le Zénith de ce mardi 15 mai 2018, un vrai plaisir pour nous de vous accompagner. Toute la grande équipe est là. C'est le vaisseau qui va se mettre en place pour le voyage, et l'équipage est paré pour ce périple-là. D'abord vous, Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Calixte Béala, qui a dit, 2 points, je cite, « Il manque de la lumière au Cameroun en ce moment ». De quelle lumière parle-t-elle? La lumière physique? L'énergie? Ou alors un autre type de lumière? Dans tous les cas, just wait and see. Eh bien, je peux comprendre aussi de quelle lumière il s'agit, puisque comme nous sommes voisins au quartier, donc j'imagine qu'elle subit aussi ces coupures d'électricité, comme de nombreux Camerounais depuis quelques jours. Voilà, donc elle se le dit. Rappelons que tout récemment, il y a une étude qui est sortie, du moins une information qui a fuité dans la presse et via les réseaux sociaux, qui faisait état de ce que l'Allemagne a réussi à passer 32 ans sans coupure d'électricité. Alors c'est un record, un exploit qui pourrait nous rendre jaloux au Cameroun, puisque nous, c'est à chaque heure, à chaque minute qu'on subit, à chaque seconde, même à chaque tierce, qu'on subit des coupures d'électricité. Et c'est bien grave pour un pays comme le nôtre qui souhaite, comme vous le savez, émerger. Immerger, émergence. Immerger à l'horizon 2035, puisqu'on va s'immerger plutôt qu'émerger. Également sur ce plateau ce matin, avec un brin aussi de folie, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, nos chers téléspectateurs, bonjour. Moi, je veux souhaiter beaucoup de courage aux élèves du CM2 qui actuellement sont dans les classes pour le concours d'entrée en 6e. Vivement que dans pratiquement tous les centres. Je pense également que c'est une situation qui nous interpelle et qui me fait aussi penser aux élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et justement, bon, pour ceux qui sont dans les salles de classe, beaucoup de courage. Et je rappelle que lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons également revenir avec des informations buzz, notamment à ce prix décerné justement à Kalitoko et Kambi qui fait actuellement le buzz sur la toile. Donc on va reparler justement de ce prix et de ses performances, pourquoi pas de son retour même au sein de l'équipe nationale. Alors je vous demande, Florazé, quel souvenir vous avez de votre passage du concours de l'examen d'entrée en 6e? Quel souvenir vous avez? C'est loin, hein, alors que j'avais un cartable bien garni de pain de goûter au train, oui. Et surtout, je pense, oui, bien garni. Et vous avez réussi de goûter le concours? Bien sûr. Et 2 même, j'en ai fait 2. Oui. Oui, que j'ai réussi. Et vous avez réussi. Et je suis, bon, enfin, les détails, c'est pas pour ici. C'est pas pour ici, c'est pour vous. Il n'y a pas de secret entre nous, en tout cas. Bobo Bengan également sur ce plateau ce matin, madame, monsieur, bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je n'ai pas fait le concours d'entrée en 6e, c'était plus élaboré. Je suis arrivé en cours moyen, deuxième année, très âgé, je ne pouvais pas m'accepter. Voilà. Donc, 2003, Marie-Louise Teku Otabela lance le cri de la femme. Beaucoup de femmes ont adhéré à ce mouvement de cris de détresse parce qu'il fallait, pour la femme camerounaise, s'engage à avoir plus de représentativité au sein des institutions étatiques. 2018, Edith Kawala lance les mères de la nation et les balayeuses. Aujourd'hui, la femme camerounaise pleure. Ses enfants n'ont pas d'avenir. Deux régions complètement en état de délabrement. La région de l'extrême nord, depuis 2014, dans une situation trouble. Les enfants sont abordés par les ordures ménagères qu'on n'arrive pas à prendre. Voilà. Est-ce que Kawala et ses amis seront entendus? Toujours est-il qu'à chaque fois, la femme camerounaise pleure. Est-ce qu'on entend son cri? Je m'interroge. Voilà, on s'interroge, mais surtout on va à votre suite relever que le CPP dont Kawala est présidente, rappelons-le, a fait un travail exceptionnel et remarquable dans le nord-ouest à Bafouth avec son secrétaire général Franck ici qui revient avec une enquête sur le théâtre, le chaudron de la crise anglophone. Pour ceux qui lisent la presse, allez lire la Nouvelle Expression pour vous enquérir de cette belle interview que Franck ici accorde à la Nouvelle Expression sur ce qui se passe sur le théâtre de la crise anglophone, précisément là-bas à Bafouth, où le gouverneur de la région du Nord-Ouest a étendu l'interdiction de circulation des motos-taxis. Donc c'est pour dire que le CPP est en train de faire un travail remarquable et c'est surtout encourageant pour nous autres républicains. Également sur ce plateau ce matin, Tendance Cogne, la voyageuse. Alors, tu as fait l'entrée en 6e, tu te rappelles de comment ça s'est passé ce jour-là? Je voulais faire, mais on m'avait attaché. Oui. On m'avait attaché dans mon village. Je suis sûre que ce sont mes copines qui m'avaient attaché. Elle croyait qu'elle devait devenir 0. Dieu a dit que tu ne peux pas être 0. Oui. Quoi qu'il advienne. Oui. Mes copines m'avaient attaché, ça dans mon cœur. Parce qu'à l'époque, là, il y a un moment où, quand j'arrivais en classe comme ça, le sommeil me prenait seulement. Ouais, un peu quand on attache une fille, ça fait que ça. Tout à fait. Quand le maître explique quelque chose, je dors. Il explique quelque chose, il rêve tout que je suis au champ. Donc tout ça, on m'avait attaché, mais par sa grâce, je vais vivre pour longtemps. Très bien. Alors, il est 10h08, on a 22 minutes pour planter le décor de l'histoire du jour et échanger en plateau. Hier, je partais à la cathédrale, je partais prier pour mon pays. Et prier pour les enfants qui composent le concours d'entrée en 6e aujourd'hui. J'ai prié même pour moi-même. Et du coup, j'ai vu une femme, quand j'ai garé à la cathédrale, c'est une femme qui est sortie derrière moi, elle me dit, Tana, depuis je te cherche. Tu me cherches comment? Je ne suis pas sur Facebook, maman. On cherche quelqu'un qui a un téléphone. Prends même le taxi ou la moto, tu dis qu'on te laisse au Carrefour Equinox. Tu viens, si je ne suis pas là. Si je suis là, on va te dire, montre mon bureau. Tu viens me trouver à mon bureau. Soit si je ne suis pas là, tu tapes seulement mon nom sur Facebook, tendance, que tu me fais un message inbox. Elle me dit, maman, je suis dépassée. Donne-moi les conseils, pardon. Si tu veux me donner les conseils maintenant, demain je vais regarder l'émission 10-12, le Zénith. J'aurai aussi besoin de conseils du père Mbombok, de Charles, bref, de tout le plateau, quoi. J'ai dit, maman, explique-lui, je parle. Il m'avait prié. Elle me dit que c'est une fille qui travaille dans une société de la place, que si vous voulez, je suis le nom de la société. Ça dépend. Je suis le nom de la société, Eric. Non, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Je peux tout citer après, dire que c'est toi qui as dit qu'elle cite. Non, jamais. Ok, je ne cite pas. Donc, elle travaille. Elle a quand même un petit truc, quelque chose à la fin du mois. Et du coup, elle a fait la connaissance d'un gars. Le gars veut l'épouser. Je commence encore à poser la question. Est-ce qu'on doit épouser un gars qui ne travaille pas? Est-ce qu'on doit épouser un gars qui n'a pas d'emploi? Point d'interrogation. Je lui ai dit que, mais un gars qui ne travaille pas, comment? Que vous allez manger que les cailloux à la maison, mamie? Elle dit que le gars a laissé l'école, ça fait 1 an, mais il cherche le travail. Donc le gars a un bon bagage intellectuel. Ça fait 1 an, il cherche le travail, il part déposer ses dossiers partout. Mais sauf que le gars, ils sont seulement 3 à leur mère.
Donc, 2 sœurs et lui, il est le frère, lui le seul garçon. Ses frères veulent qu'il se responsabilise. Et ce n'est que son eux qu'on attend. Donc la mère du gars l'a appelé pour dire que ma chérie, si tu es prête, si tu dis oui, on va te doter parce que ton comportement nous plaît. Et vu l'âge de notre fils, il doit se responsabiliser. En attendant pour le travail, maman, on va aller chez vous, te doter, demander la liste de la dot, te doter, mettre ton alliance pour que tu ailles vivre avec mon fils. Aux frais de la maman, de la mère. C'est la mère qui dit qu'elle va s'entendre avec ses filles. D'accord. Cotiser l'argent? Oui, parce que c'est les soeurs du gars un peu. Ah, d'accord, ok. Donc toutes ces 2 soeurs sont en Europe. La mère vit seulement ici avec lui au Cameroun. Nous, on a besoin qu'il soit un homme, et un homme vrai. La mère a besoin de petits-fils. Donc elle veut à tout prix aller doter, épouser pour donner à son fils. Sauf que elle est troublée de que même un homme qui ne travaille pas, je me marie avec lui. Mes petites miettes qu'on me donne à la fin du mois, est-ce que ce n'est pas ça qu'il calcule? Donc voilà ce qu'elle m'a un peu dit dans ses commentaires. Elle a besoin de vos conseils. Est-ce qu'on doit épouser un homme qui ne travaille pas? Si oui, pourquoi? Oui, d'accord. C'est une histoire intéressante, j'ai envie de dire, ce matin, parce que ça nous permet d'ouvrir les brèches des gros problèmes vécus par de nombreux jeunes Camerounais dans un contexte où il y a le chômage ambiant, où l'insertion sociale n'est plus au socio-professionnel, plus loin, socio-professionnel n'est plus aussi évident, n'est plus aussi mécanique qu'avant. Donc on peut mener aujourd'hui des longues études, revenir au quartier et voilà, sombrer dans le chômage. Alors Florazé, la première question c'est pour vous ce matin parce qu'il s'agit d'une femme qui pose un problème réel. Auriez-vous posé le problème en ces termes-là? Non. Non. Je Comment? crois que Eric Fopoussi, avant de s'engager dans une relation, surtout quand on parle de mariage, il y a des enjeux, alors des grands enjeux, parce qu'on veut fonder une famille, on veut construire un devenir. Et malheureusement, ça se budgétise. C'est-à-dire au-delà des projets en l'air, ça veut dire la parole et tout, on planifie sur du papier et tout. Pour la concrétisation, il faut bien qu'il y ait des fonds. Je veux parler notamment des finances, excusez-moi, parce qu'on est entouré de... Ça veut dire que vous posez le problème dans le même thème que la femme en question. Non, aussi, parce vous savez, je vais être avec le garçon. Oui. Parce que le garçon, l'homme, il est amoureux et Dieu merci, il est dans une famille où ses sœurs, ou autour de lui, on a réussi. Donc on a quand même... Nous aurons l'occasion de revenir sur le garçon. Oui, on a quand même un soutien. Parlons Florazé, de cette femme. Non, la femme, expliquez-nous ce qu'elle veut. Mais la femme n'a rien à voir. C'est l'homme. Je dis que c'est l'homme qui doit pousser la femme, justement, à peut-être changer ou pas d'avis. Mais je dis que le garçon qui veut prendre pour la fille, je veux dire la femme, hein, comme pour épouse. Vous insistez. Non, oui, j'insiste. Pourquoi vous voulez? J'insiste. Pour dire que c'est lui qui doit créer, c'est lui qui doit créer un certain encadrement. Parce qu'après, ça pose un problème. Parce que la femme est amoureuse, oui. Mais après ça, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ce que je veux dire. On peut bien être amoureuse pour la femme, mais l'homme également, parce qu'il a un devenir, c'est lui qui construit la femme. C'est lui qui encadre la femme. Il va le faire comment? D'accord. Je dis donc que Dieu merci, il est dans une famille où il y a quand même un potentiel financier. Donc, ça veut dire qu'avant même de penser au mariage, parce que la famille dit non, on va doter tout. Non, c'est pas toujours ça l'essentiel. Est-ce que l'homme est assez mature sur pratiquement tous les points pour encadrer une famille? Le mariage, c'est pas pour tout le monde. Bon. Il faut avoir une certaine discipline, je dis pratiquement dans tous les domaines. J'espère que comme cette femme, vous la parole, clairement, a des doutes sur cette capacité de l'homme, comme le dit Florazé, à tenir un foyer. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que cette femme, elle n'est ni amoureuse, ni organisée. Je dirais même qu'on ne lui a pas appris les canons de la gestion d'un couple, les canons du mariage. Elle ne s'y connaît pas. Elle ne s'y connaît pas. Apparemment, elle dit aimer ce garçon. Mais lorsqu'on arrive au moment où on veut concrétiser, et là je dirais c'est une chance pour elle. Voilà. Parce que là au moins, contrairement à ce qui est communément admis aujourd'hui, ce n'est pas le garçon qui vient doter, qui se bat pour faire le moyen
Voilà, c'est la famille qui s'organise, parce que c'est en principe, c'est comme ça que C'est du ça domaine doit... réservé de la famille. Oui, oui. C'est la famille qui vous donne une femme. D'accord. La famille qui vous donne une femme. Et la famille apprécie la femme. Et elle risque de rater la chance de sa vie. Et vous savez ce que c'est que la femme. On voit une fille qui vient chez elle. On l'adopte, on dit, elle est bien. Elle est acceptable. Vraiment accepte. Voilà. Et elle ne perçoit pas ça. Elle regarde plutôt le porte-monnaie qui est encore vide. Le factuel. De son amant. Voilà, son porte-monnaie encore complètement vide. Et puis que donc, voilà une chance. Et elle, au lieu de se dire, comme dit Tendance, je gagne mes miettes, comment je vais aller en relation de mariage dans une famille qui est ainsi organisée. D'accord. Comment on va s'en sortir, mon mari et moi, avec le titre non, que non, donc son porte-monnaie là. Ça me permet de poser la question principale, centrale, d'ailleurs, celle qui taraude l'esprit de nombreux jeunes, parce qu'il est le plus souvent et communément admis que pour s'engager dans une relation de mariage, il est important qu'on ait rassemblé un certain nombre de bagages financiers, un certain nombre de stabilité financière, pas soit de stabilité financière. Bon, Bengan, est-ce que vous pensez que cette façon de penser est logique? C'est ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'il faut faire? Mais les bourgeois divorcent, et pourtant ils ont tout. Et si c'était ça, le mariage, les familles bourgeoises n'auraient pas connu de divorce. Non, ça, ce n'est pas vrai. Le mariage, c'est la constitution, j'allais dire, d'un univers jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'on doit supporter dans le mariage? C'est en fait, lorsque vous allez, on vous dit, mais j'aime tel nom. Mais quels sont les défauts que je vais devoir supporter jusqu'à la fin de ma vie avec mon partenaire? Donc l'argent n'a rien à voir. Ok. Alors, tendance, le plus souvent, et c'est beau, c'est un discours mielleux, hein, pour ces hommes qui peuvent s'engager sans avoir une assise financière, mais tendance, le plus souvent, les femmes se plaignent que il y a un thème qui est consacré, hein, la femme de galère, qu'elle galère avec un homme, le jour où il a l'argent, il la met à la porte. Est-ce que cette femme est en train de fuir ça? Je ne dois pas conseiller une fille de se marier avec un homme qui ne travaille pas. Oui. Mieux, je fais ta connaissance quand tu travailles déjà. Après, tu payes ton emploi en continu. Non, parlons pour mes vrais. On se connaît. Les femmes m'ont envoyé le message pour dire que non, pourquoi ne pas l'épouser? On se connaît. Quand vous allez partir épouser un homme qui ne travaille pas demain, vous allez sortir avec tous les bouchers du monde entier. Dans les boutiques, donc les hommes ne vont plus respirer dans les snacks. Vous allez sortir pour aller chercher les shows, pour le tromper. Et l'homme peut épouser une femme qui ne travaille pas? Non, là, l'homme peut épouser une femme qui ne travaille pas. Elle accouche ses enfants, elle gère son foyer. Mais une femme, elle épouse un homme qui ne travaille pas. C'est encourager les hommes même à être paresseux. Demain, quand j'aurai mal à la tête, est-ce que tu vas appeler ma belle-mère pour dire ma tête me fait mal jusqu'à? S'il n'y a pas à manger, il faut que j'appelle ma belle-soeur. Non, elle travaille elle-même. Elle travaille elle-même. Mon argent, tu sais ce qu'il fait avec mon argent, bon. J'ai des projets dans mon argent. Est-ce que mon argent, c'est pour gérer mon foyer? Mon argent, c'est mon argent, la sueur. Ma sueur. Oui. La sueur de mon front. Ça veut dire que tu as ton argent, tu as mal à la tête, tu préfères... Non. Non, ça c'est un détail. Non, c'est un détail. Je peux acheter les chloroquines. Voilà. Je bois. Si ça ne calme pas, il me faut aller faire les examens à l'hôpital. L'argent va tout sortir dans mes poches. Comme j'ai toujours combien à la fin du mois. Non, même si j'ai l'argent, si je commence à dépenser sur moi, que j'ai un homme, ça ne donne pas. C'est un peu comme c'est moi qui passais le temps même à le nourrir. Il faut que j'appelle ma belle-soeur, peut-être au Canada, que je voulais te dire qu'on a faim. À un moment donné, même tu deviens ridicule, on ne te respecte même plus. On va voir tes coups de fil fuir. Tu appelles même mendiant parce qu'on se connaît entre belle-soeur. Ne veux pas qu'on m'insulte moi. La belle-soeur va organiser le mariage, oui, la mère veut les petits-fils. Je vais commencer à pondre les enfants. Demain, vous allez m'insulter. On se connaît. Si vous me demandez de faire telle chose, je ne fais pas en quoi mon nom va être sur les réseaux sociaux. Que je la nourris. Moi, la fille qui est nourrie, on a épousé, donné à mon frère. Au Dieu nous manque le respect. Je ne veux pas voir qu'on m'insulte. Mieux, je fais ta connaissance que tu travailles déjà. Après, même si tu payes ton emploi, on continue. D'accord. Si tu viens et que tu ne travailles pas, c'est pour venir finir mon argent. La sueur de ma bouche.
L'argent que je souffre comme ça pour avoir, je souffre comme ça là pour avoir mes 5 francs. Tu vas encore venir finir ça. D'accord. Donc, Charlabel, il y a clairement une grande question qui se dégage de l'histoire de ce matin. D'ailleurs, on sent bien le malaise que certaines femmes ont le plus souvent à se positionner sur ce type de problème, parce que après, c'est toujours un pari de dire, bon voilà, un homme qui ne travaille pas, on se lance, demain il pourra être le prochain Bill Gates, je ne sais pas, Jeff Bezos, ou bien se lancer et il devient quand toute sa vie. Donc c'est aussi un pari qu'il faut pouvoir faire au final. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, l'intuition de la femme a disparu dès la naissance des années 2000. Une femme a ce qu'on appelle l'intuition, la perception, la sensation. La femme s'est sentie des choses que le commun des mortels ne parvient pas à sentir. Méfiez-vous si votre femme vous dit le matin, la journée si je ne la sens pas, c'est mieux que tu restes. Restez. Nos mamans avaient ce don de sentir. Nos mamans avaient ce don de se lever et de dire, l'école ne sera pas bien aujourd'hui pour toi, mon fils, reste. Vous restez à la maison, vous entendez qu'il y a eu un éboulement. Et je prends le dernier cas en date, l'éboulement, l'effondrement au niveau du collège monté. Je peux vous le dire, parce qu'on avait vécu cet événement à Yaoundé. Où de ma maman s'était levée, elle a regardé mon frère aîné, elle lui a dit, aujourd'hui là tu n'es pas à l'école, tu vas rester, tu vas m'aider à faire les travaux. Et effectivement, il était dans cet établissement. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont perdu ça, l'intuition. Pourquoi? Parce qu'elles sont rattachées aux choses matérielles, aux choses qu'on n'emporte pas. La vraie femme disparaît lorsque le mari est là. La vraie femme ne parle pas. La vraie femme est effacée. Lorsque vous sortez avec elle, même si elle a plein d'argent, elle va vous donner en disant, tiens, c'est toi l'homme, gère. Tiens, paye les factures, c'est toi l'homme, gère. Voilà le vrai. La vraie femme ne sent pas le travail, l'absence du travail, la faiblesse de l'homme. La vraie femme veut se donner à fond et comme dans la vie. Et la vie du mariage, la vie de copinage repose sur 3 P. Participation, préparation et programmation, ou si vous voulez, projection. Lorsque vous écoutez cette histoire, où est la préparation dedans? Où est la participation dedans? Où est la projection? Alors, en fait, cette femme est dans un film, permettez-moi, cette jeune fille est dans un film, où elle est l'acteur, elle est le chef bandit. C'est-à-dire, elle réfléchit en même temps pour elle, et elle réfléchit pour le gars avec qui elle vit. Conséquence, elle se trouve même perdue dans son propre film, où les scénarios, les feuilles de scénario vont comme le vent qui soulève. Elle est perdue dans son propre scénario. Et vous allez voir ce type de femme, à 40 ans, elle ne changera pas. Vous avez des femmes qui, parce qu'elles sont sergents-chefs, parce qu'elles sont commissaires de police, parce qu'elles sont inspecteurs de police, parce qu'elles sont lieutenants-colonels, je ne sais pas moi quoi, se retrouvent à confondre le grade à la fonction à la maison, au rôle qu'elle doit jouer à la maison. À la maison, elle veut toujours être sergent-chef. À la maison, elle croit qu'on obéit, on doit aller. Voilà ce qui tue. Je retiens le terme d'intuition parce que ça permet au moins de mettre en perspective pour cette femme qui nous regarde et qui forcément a besoin de conseils, de bien réfléchir parce que, rappelons que Michelle Obama, je le rappelle, a rencontré Barack dans un cabinet d'avocats dans lequel elle était titulaire. Barack est arrivé en stagiaire et elle n'a pas mis en avant son statut très avancé à ce moment-là. On dit qu'elle n'est pas son mari en âge. Oui. Elle a vu un jeune homme, elle a vu en lui un potentiel. Donc l'intuition dont vous parliez ici, elle a senti que ce jeune homme ce jeune homme, malgré une situation d'indigence actuelle, est promis un brillant avenir et puis elle s'est lancée. Donc, à un moment donné, c'est aussi ce qu'on doit pouvoir espérer de la part des femmes qui nous regardent, de pouvoir fleurer le bon coup, comme on dit le plus souvent. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Je disais que Barack Obama, ma copine m'avait dit que son épouse le dépassait en âge. Oui. Donc, c'est une question qu'elle voulait poser.
Est-ce que c'est vrai, Eric? C'est vrai, oui. Ah oui, donc en amour, on ne regarde pas l'âge. Ah ok, c'est bon, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Comme la fille la manque comme quoi, j'ai cru que Ninche manquait parce que la fille la manque. Hein? La fille la manque comme elle respire pas un bonbon. Si tu restes avec elle, elle manque même souvent. Ma copine Ninche, elle manque même souvent jusqu'à ce qu'elle oublie ce qu'elle a dit. Si tu restes avec elle, elle te dit que voilà, ben, je parle de manque, tu la vois toujours au quartier. Oui, Charlamel va. Moi, je pense que cette femme, elle a raté le principe du mariage. Elle n'a pas reçu l'initiation, l'éducation de sa maman, l'éducation de la cuisine. C'est une jeune fille qui a grandi comme ça. Elle a trouvé le travail. Elle ne s'accroche qu'à son travail. Et je peux vous dire, cette jeune fille, si elle viendra perdre le travail et que ce gars a la chance de décrocher un très bon boulot, d'avoir une vie sentimentale reposée, cette fille deviendra la peste qui viendra nuire son foyer en lui disant parce que hier j'avais et tout, tu m'as abandonné aujourd'hui comme toi tu ne me regardes pas. Ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui, des filles qui sont devenues des parasites, des saprofites, des nuiseuses de foyer, des briseuses de foyer, parce que ça a loupé chez elles. Ça a loupé, quand le gars avait le temps, il n'avait pas le temps, ça a loupé. Elle se retrouve à venir pourrir la vie du gars aujourd'hui. J'aime beaucoup le terme les saprofites. Les saprofites. Mais je pense, et je donne rarement mon avis sur des sujets sur ce plateau. Et je préfère tout de suite le dire. Si je suis à la place du gars, c'est vrai qu'il n'a pas consulté l'émission pour qu'on donne un conseil. Il a le coup, il regarde comment. Oui, bon, c'est nous regarde. Et qu'il se rend compte ce matin que sa future fiancée, que sa fiancée a un doute sur leur mariage ou non. Mon frère, retirez-vous simplement. C'est pas ta femme. C'est pas votre femme. C'est pas la femme de votre vie. C'est pas la femme de votre vie. Donc voilà. Donc Florazé, un petit mot. Oui, allez-y. Charles Lamel, la femme, monsieur, si vous êtes un homme, n'acceptez pas un 100 francs de votre femme. N'acceptez pas qu'elle achète une tôle, un parpaing, etc. Soyez homme, faites tout, etc. Parce qu'après, elle sera parasite, etc. et tout. Que Charles Lamel aujourd'hui dise que non, la femme doit faire ci, doit faire ça, etc. et tout. Je suis très étonnée. Je suis même d'accord avec ce qu'il dit, parce que c'est ce que je soutiens souvent ici quand je parle de dialogue et tout dans les relations. Mais je suis étonnée qu'aujourd'hui Charles Lamel retourne sa veste. Mais je reviens pour dire qu'il n'y a pas que l'amour, Eric Fopoussi. Oui, allez-y. Donc on a le droit au-delà de l'amour. Et puis parce qu'on est amoureux, mais on garde aussi sa raison. Donc on a le droit de choisir avec qui on voudrait faire sa vie, que ce soit sur le plan moral et financier. Vraiment, dites tout ce que vous voulez au quartier, dans les bureaux et autres, que c'est un discours d'une femme matérialiste et autres. Je dis non parce que les plus grands calculateurs dans cette histoire, ce sont les hommes. Ils savent à présent, et puis la famille également, ils savent que voilà un potentiel. La dame, elle travaille, et tout. Maintenant, ce que tu as tendance à dire de façon elle est fondamentale. Est-ce que cette famille n'est pas en train de vouloir utiliser cette dernière au profit justement pour que le garçon émerge, etc. Le mariage, c'est pas un tout. Il ne faut pas qu'on dise que le mariage, c'est une fin en soi. C'est une consacration, une réussite de la vie. De tout stopper. Je dis à la femme, puisqu'elle est en pleine réflexion, de réfléchir. Ça, elle a toutes les cartes avec tout ce que nous déballons ici sur ce plateau. Mais je dis, elle doit bien réfléchir. Elle doit bien réfléchir et peser le pour contre et toutes les conséquences. Mais je dis, on a le droit de choisir. Je peux décider d'être avec un monsieur qui travaille, comme Tendance l'a dit. Ça ne fait pas de moi une femme matérialiste ou quoi que ce soit. C'est un peu comme vous les messieurs aujourd'hui. Je crois, sur 10 monsieur, 9 prendront une femme au moins qui se débrouille. Qu'elle soit colbosseuse, mais qu'elle fasse quelque chose. Et non, comme vous avez l'habitude de dire, une consommatrice. Monsieur Eric Fopoussi, j'apprécie l'intelligence avec laquelle Florazé retient mes propos. Oui. Sauf qu'elle les rend mal. Sauf qu'elle les rend mal. Je vous ai dit qu'un homme, avant d'épouser une femme, devait avoir le minimum exigible dans le temps. C'est-à-dire un champ, une maison, équiper la cuisine de sa femme, savoir chasser ou pêcher avant d'aller chercher femme. Aujourd'hui, permettez-moi, j'achève, parce que vous retenez, c'est pour ça que je vous donne la réponse. Vous me retrouvez dans mes propos. Non, je dis l'homme ne devait prendre femme que lorsqu'il avait une maison, un chez lui. Parce que c'est la première question que posait le beau-père. Toute première question. Tu la prends pour la mener où? Il dit chez moi, dans ma maison. La maison que j'ai construite. La famille, ce que vous ne savez pas, c'est que cette histoire, elle est belle. Cette histoire est d'une beauté incommensurable.
La maman, la famille du gars a pris toutes les dispositions pour que le gars soit un homme responsable. C'est la famille qui amène son fils, son enfant, le fruit de ses entrailles à devenir responsable. C'est la famille qui organise le mariage. C'est la famille qui organise tout. Non pas pour laisser le garçon dehors, mais pour le consacrer, le mettre, le responsabiliser dans un domicile et dans un toit. Et pour vous dire que ce garçon a déjà une maison. Ah ouais. Je peux vous le dire, oui. Il ne va pas prendre la femme. Donc, ce que Flora est en train de dire, véritablement, je ne sais pas là où elle sort, mais je vous le dis, ce que vous la famille comptez, qui elle dit prépare... justement des novellas que nous regardons. Ce que vous comptez, non, mais attendez, attendez, on Bon, est... au secours. Oui, ce que vous dites justement, elle dit ce que les femmes regardent tous les jours, novellas c'est autre. Merci. Nous sommes dans la réalité, la femme doit bien réfléchir. Là où elle est en train de mettre ses pas et supporter les conséquences. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ah. Il ne faut pas réfléchir. Non, il faut réfléchir. Je l'ai dit ici. On a de la tout à raison l'heure. Justement, c'est parce que vous réfléchissez que vous tombez. Parce que vous pensez que votre cerveau seul peut voir tout. Or, vous ne pouvez pas voir votre nuque, madame. Personne ne voit sa nuque. Donc, c'est les autres. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que cette femme, elle va rater l'homme de sa vie. Et même la famille de sa vie. Les belles-sœurs vous acceptent. Votre belle-mère vous accepte. Organise le Mais mariage. j'ai dit, elle est tombée du ciel. Non, Voilà. non. C'est mais la bon. chance de sa vie. Bon, alors, Florazé, on va avec vous prendre les différents messages, les réactions des téléspectateurs ce matin qui souhaitent, et aussi, bon, Bengan d'ailleurs, à votre suite, réagir à vos propos. Pas que vous, bien sûr. Tout le monde sur ce plateau. Allez-y, Florazé. Alors, la femme doit avoir confiance et foi en son mari, dont elle doit croire que tout va changer. Il se peut que tout change d'un jour à l'autre, sauf que le monsieur n'est pas encore son mari. Hein. Autre SMS ce matin. Non, j'ai ajouté un commentaire après pour dire que le monsieur n'est pas encore son mari. C'est ce que l'histoire dit. Voilà. Un conseil aux prétendants. Bon, la jeune femme ne devrait pas avoir cette perception de l'entretien de son couple, à savoir le regard de son portefeuille. Car si tout homme avait déjà une situation, on n'aurait pas de très belles histoires d'amour. Enfin, c'est vous qui le dites. Hein. Alors, une autre réaction ce matin. Moi, est-ce que les téléspectateurs n'appellent pas pendant qu'on... Un conseil aux prétendants de cette femme, qu'il cherche femme ailleurs. Cette dernière est une calculatrice. Merci, merci. C'est vrai que financièrement, le couple dépendra de la famille de l'homme. Et ça peut être problématique, tant pour l'autorité de l'homme dans son foyer que pour l'harmonie de son couple. Non, peut-être Nous faut dire demandons... un mot. Ah, d'accord. Je Non, demande... il faudrait dire comment l'Afrique est organisée par rapport à ça. Lorsqu'un homme s'engage, un garçon s'engage à se marier, c'est votre famille. D'abord, même ce que vous appelez aujourd'hui jugement d'hérédité, ça commençait par là. Le papa vient vous dire, vous construisez ici, vous allez faire votre plantation là-bas. Si je ne suis pas là demain, vos petits frères seront répartis de telle manière, de telle autre. Votre sœur, qui s'ils vont en mariage et que ça ne réussit pas, comportez-vous de cette manière, de telle manière ou de telle autre. C'est comme ça que ça veut dire que ce garçon, comme je l'ai dit, sa famille l'encadre parce qu'on voudrait qu'il soit le père de la famille et on va l'encadrer dans ce sens. Ce n'est pas justement la déviance qui est la déréglementation sociale qui est arrivée à partir des années 80, fait que tout le monde a ses repères. Et c'est tout le monde qui va vous dire... le renouveau. Hein. Oui, absolument. Donc, les années 80, ça coïncide avec l'avènement du renouveau en 82. Oui, Florazé. Comment peut-on affirmer que la dame n'est pas amoureuse du jeune homme? Or, elle demande conseil auprès de tous. Elle fait les calculs. Quand on dit, doit-elle m'engager avec lui alors qu'il ne travaille pas? Et c'est tendance qui aime dire, au nom de l'amour, on ne pose pas ce genre de questions. À accepter la vérité et à la réalité en face. Tout le monde fait les calculs. Je vous ai compris. Nous constatons... Je vous ai compris. Je crois que... quand on aime, on ne calcule pas parce que l'amour est soi-disant aveugle. Pourquoi une fois qu'une femme a de l'argent, son homme est amoindri?
Je voulais vous dire que je connais l'histoire d'une femme Oui. qui a, dont un homme est venu demander la même bonbon, qu'il voulait épouser la femme. Mais la femme a demandé à ce que l'homme lui présente l'état de son compte bancaire, l'état dans ses réunions, Pourquoi ce type d'exemple ne m'étonne pas? l'état de voir sa situation financière. C'est normal. L'homme a joué Pas avoir franc mal, jeu, d'accord. il est venu présenter Ouais. parce qu'il avait une dette de 1 million dans une réunion. La femme a dit que non, tu viens chercher mon argent pour pouvoir rembourser. Elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Pourquoi pas? Non. Elle voulait savoir si elle n'a papa un braqueur. Oui, c'est important. Il y a les hommes qui... Tu peux être là que c'est un bandit, tu fais comment? On se Le renseigne. jour où le C'est bandit important. arrive, là même, il est très mielleux dans son truc. Et là, vous tombez, comme tu Ils ont dis pas la souvent, langue de dans bois. les tchoukis. C'est soit Vous savez, que- nous disons tout haut que certaines personnes ruminent là, ruminent en... Vraiment, nous, vraiment. Tu rencontres quelqu'un, ce sont des premières... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es issu. Ce sont des Non, questions faudra naturelles. Utiliser votre Naturel. sixième, ce que vous appelez sixième sens. L'intuition. N'entrez pas dans les l'intuition. calculs. Oui, oui. Non, pas dans les calculs, mais Cultiver, dans le cultiver dialogue, ça. Non, dans le cultiver, dialogue, pas. dans le dialogue, on peut justement, notre intuition peut nous aider, mais Non, avec non. certaines, Mais grâce à certaines informations, il faut c'est mon comprendre avis. aussi les femmes aujourd'hui, hein, Florent Oui. Azé, parce Pardon? qu'il y a tellement d'hommes mesquins qui sont arrivés et qui ont trompé les femmes que désormais, elles préfèrent avoir des garanties. Mais on va toujours les tromper. Avant va. de se lancer. On va davantage les tromper. Et en plus, même quand tu aujourd'hui- parles avec un homme qui ne travaille pas, si ta mère est malade, qui va l'envoyer à l'hôpital? Toujours toi. Il faut également que les hommes Si arrêtent ton ça. père est malade, qui va Ça l'envoyer à se l'hôpital passe. alors qu'elle a un beau fils? Donc, Un homme qui tous les accepte prix, là. d'épouser une femme qui trace sans rien, qui donc va se cher battre. Lamel Oh. et Mbombo, je ne sais pas si comment vos filles feront, mais j'espère que vous n'aurez pas On fait. leur apprend les À des hommes qui vont se faire entretenir Voilà. par leur femme. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. On va aller voir Monsieur Bachou Lamel. J'ai dit quoi, le voir? On va le voir parce qu'il va changer d'humeur dans un court instant. A tout de suite sur Equinox. Je m'interroge ce jour sur la question des techniques de détournement mises en place par les voleurs de ce pays. Oui, les voleurs. Comment comprendre que les techniques de vol soient si nombreux et que les voleurs ne tarissent pas d'imagination en matière de distraction des fonds publics? La preuve, nous sommes à l'heure actuelle au ministère des Finances avec Emmanuel Lebou et cette fameuse affaire des comptes fictifs. Comment comprendre que les gestionnaires de crédit soient devenus de gros prédateurs encore plus voraces de la fortune de l'État? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces voleurs de la République croquent aussi bien le budget de fonctionnement que le budget d'investissement? Savez-vous que s'agissant du budget de fonctionnement, les principales rubriques qui laissent libre cours à toutes sortes de manipulations au vol sont camouflées dans les secteurs de l'eau, l'électricité, le téléphone, la facture ou la fourniture de bureaux, l'entretien, véhicule, les frais de déplacement, le petit outillage, le matériel et l'immobilier, l'habillement, les vivres, nourriture et médicaments. Savez-vous que les dépenses des fournitures de bureaux vont crescendo au fil des ans avec l'accroissement du budget de l'État sans rapport avec les services, mieux avec les rendements? Savez-vous que la ligne entretien véhicule est devenue celle qui engraisse le plus les gestionnaires de crédit et autres intervenants de la chaîne de dépenses, puisqu'il n'est plus superflu de constater que les véhicules neufs sont soumis à réparation 6 mois seulement après leur achat chez un concessionnaire. Savez-vous que nous avons 4 ministres du gouvernement du 2 octobre qui à peine ont tiré des véhicules, 6 mois plus tard ont renvoyé ces véhicules parce qu'il manquait de pièces. Et ils ont dit que c'est lors d'une mission de prise de contact qu'ils ont dû endommager certaines pièces. Et il fallait commander. Oh mon Dieu!
Comment comprendre qu'au cours d'une année budgétaire, comme celle en cours, le même véhicule est souvent réparé 1, 2 à 3 fois à hauteur d'un montant, allant parfois au-dessus du montant d'achat de celui-ci, quel qu'en soit l'état? Comment comprendre le fait que les tickets de carburant servis aux administrations soient presque automatiquement transformés auprès des stations-service en argent moyennant l'abandon de 10% de la valeur faciale? Comment comprendre que les frais de déplacement soient énormes, que dis-je, un gros gouffre à sous des fonds publics? Savez-vous qu'il est de notoriété publique que moins de 30% des missions soient effectivement effectuées? Savez-vous que pour de nombreux responsables, c'est leurs correspondants des régions qui sont généralement appelés à la rescousse pour visser des fausses feuilles de mission en arrivée et au départ? Savez-vous que pour tout service de petit outillage, matériel et mobilier, cette rubrique est prévue chaque année? D'un exercice à un autre, elle est en nette progression, même s'il n'y a pas eu de réforme ou de création de services nouveaux. Ceci étant dû au fait que, dans la réalité, il n'y a aucun achat très souvent où on achète des matériels déjà existants. Savez-vous que pour détourner aisément l'argent des pauvres contribuables que nous sommes, les voleurs là, les pilleurs là, les prévaricateurs là, procèdent généralement au sabotage multiple des équipements, à la gestion calamiteuse des frais perçus au titre des amendes lors des contrôles routiers, au fonctionnement opaque du bureau de gestion du fret terrestre, cet autre serpent de mer devenu un État dans l'État, à la minoration par quelques notaires du prix des immeubles dans les actes de vente au détriment du fisc, à l'organisation frauduleuse des ventes, aux enchères dans le secteur des forêts et de la faune, au gonflement des salaires et pensions des fonctionnaires, réseau déjà mis en branle. Savez-vous que pour détourner l'argent, pour détourner aisément l'argent du pauvre contribuable, les voleurs la procèdent généralement à l'établissement de fausses vignettes et l'émission de faux timbres fiscaux, pratique dénommée Al-Qaïda, qui s'opère au moyen de fausses machines à timbre, à la vente illicite des terrains du domaine national et des lots domaniaux, à la facturation des prestations fictives dans le domaine des marchés publics, au doublon dans le domaine des travaux publics, qui sont une source de détournement d'énormes sommes d'argent, à la surfacturation, qui contribue aussi à ruiner l'État, au surenchérissement, au détournement vers le circuit intérieur des carburants, hors taxes destinés à l'export. Savez-vous que les acteurs de la corruption et les auteurs des atteintes à la fortune publique, mus par le goût exagéré du lucre et à la recherche effrénée de l'argent, se montrent toujours plus imaginatifs pour parvenir à leurs objectifs? Oui, je parle des voleurs de la République, pilleurs en bande, membres de la loge unie des prévaricateurs de la fortune publique, membres du gang le plus célèbre dans l'histoire de ce pays. Vous êtes des voleurs. J'ai dit, venez me taper. Cher ami, attention, hein? J'espère que vous avez un garde du corps qui vous accompagnera juste à 12 heures après l'émission. Quand vous dites que venez me taper, on viendra peut-être vous taper, hein? Rassurez-vous. Vous passez à tabac et vous dire combien vous êtes un frein dans l'éclosion, mais surtout dans la manifestation de ce qu'on appelle au Cameroun les grands esprits de Pinocchio. Alors, vous avez terminé par la grande loge unie des prévaricateurs du Cameroun. Et c'est ça qui peut être constitutif qu'on vous tape juste après l'émission. Bon, soyons sérieux quand même. Alors, cette question que vous posez ce matin, cher Lamel, nous montre comment les Camerounais, au fil des années, sont devenus des antipatriotes, ont commencé à détester leur pays, ont commencé à mettre leur pays au sol, ont commencé à penser que leur intérêt particulier était au-dessus de tout et même de la nation, au point d'inventer, de mettre en place des stratégies, mieux des stratagèmes pour ponctionner l'argent de l'État, l'argent public. Et on voit bien
ce que vous décriviez ici, les pannes fictives, des actions de surfacturation, mais également tout ce qu'on pourrait mettre ici comme des manœuvres dilatoires en vue de faire en sorte que l'argent puisse au final être décaissé. Parce qu'on vous envoie en mission, vous faites tout pour que la mission dure indéfiniment, parce que vous souhaitez que les frais d'émission puissent augmenter, puissent grandir et qu'au final vous vous enrichissiez vous-même. Bon, Bengan, c'est révélateur de quoi, ce type de comportement? C'est révélateur de la construction et de l'entretien de la corruption implémentée par le sommet de l'État. Je le dis pourquoi? Parce que les propos de Charles Hamel m'ont rappelé une période, 1987. Il s'est passé 2 ou 3 choses. Si vous lisez Cameroun Tribune, numéro 3773 du 14 janvier 1987, le titre à la une, la démocratie s'affirme, l'économie se renforce. Un mois plus tard, le 20 février de la même année, oui. Cameroun Tribune numéro 3804, on dit, le Cameroun avance, un constat rassurant par le chef de l'État. Et vous vous rappelez que c'est cette année, à la fin du mois, que le chef de l'État a donné sa première interview à la CTV. Effectivement, Éric Tchindjé lui avait posé des questions relatives à ce que Charles Hamel développait tout à l'heure. Il lui dit, le FOGAP est en train de tomber. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La banque des PME ne va pas. Il y a l'argent sort, des détournements. Le chef de l'État dit, je n'ai pas de preuves. Et c'est pour ça qu'il amène donc Cameroun Tribune à titrer que le Cameroun avance, un constat rassurant dressé par le chef de l'État. Mais comment le Cameroun, avec un constat rassurant, et on aboutit aujourd'hui, à 31 ans après, à ce que développe Charles Hamel? C'est précisément parce que dans le congrès dit de la maîtrise, on parlait même de maîtrise de développement, tenu à Bafoussam en 1980, le congrès de l'Union nationale camerounaise, le président Ahidjo déjà avait relevé cet aspect-là. C'est lui qui a parlé de rigueur et moralisation le premier, en disant que les comptes publics ne sont pas bien gérés, ne sont pas maîtrisés. Et il parlait de cela. On dit même que ce discours, je pense du 12 février 80, a duré 4h12 et était interrompu 70 fois par les applaudissements nourris. Ça veut dire, comme vous dites, que, ah bon, les Camerounais applaudissaient, disaient que le chef d'État, c'est même ce qu'on veut, c'est même ça là, c'est même. Mais comment donc, quand je vous dis que c'est la construction des détournements des deniers publics implémentés par le sommet de l'État, parce qu'en fait, le système que nous avons hérité de la colonisation française sécrète la corruption. Et c'est pour cette raison qu'on ne contrôle pas les gestionnaires de crédit. Comment doit-on faire pour que les gens cessent de mettre en place des plans machiavéliques pour pensionner l'argent de l'État? Comment on fait? Première chose. Comment on fait? Parce que la CONAC semble ne pas réussir, la NIF non plus semble ne pas, je ne sais pas si ça rentre dans son champ d'action, de vérifier si une telle mission, d'apprécier l'opportunité de rallonger une mission, ou l'opportunité d'envoyer un véhicule au garage, ou l'opportunité de multiplier des bons de carburant. Je ne sais pas si c'est à elle que revient ce type de mission. Les deux organismes auxquels vous faites allusion jouent franchement leur rôle et pouvaient même nous amener à juguler la corruption. Sauf que celui qui les a mis, qui a créé ces organismes, a dit adressez-moi tous les rapports. Et rassurez-vous, quand on a créé la NIF, il est même dit, il est interdit aux journalistes de publier les comptes bancaires des gens. Or, la NIF les a, vous les verrez dans les réseaux sociaux. Donc, et c'est pour cette raison que la CONAC demande au chef de l'État de réviser ces tests organiques en lui permettant d'ester en justice. Donc ici, pour résoudre, je termine par là, il faudrait que le chef de l'État, au bout de 3 ans, parce qu'un DG d'une entreprise publique parapublique a une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois. Donc, il ne peut pas faire les 9 ans si les résultats ne sont pas probants. Deuxièmement, on doit organiser les assemblées générales des actionnaires. On se limite toujours au conseil d'administration.
Et maintenant, les inspecteurs d'État, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, vous parlez de consulpé. Lorsqu'ils venaient inspecter, contrôler les comptes publics, ils ne vous avertissaient pas. Vous venez le matin, les gars sont là avec les ordres d'émission. Mais maintenant, ils vous appellent, ils sont en mission et c'est vous qui les prenez en charge. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là une mentalité camerounaise? Parce que j'ai souvent été un témoin des vrais problèmes des patrons de ministères ou même d'organisations, d'administration qui arrivent dans une administration nouvellement nommée, souhaitent installer une rigueur de la gestion financière, mais c'est ses propres collaborateurs qui disent que mais tu veux jouer avec l'argent de l'État, c'est pas ton argent, parce que vous souhaitez que les gens utilisent rationnellement tel ou tel paquet. On vous dit non, c'est pas votre argent, laissez-nous jouir de notre article 2, comme le prévoit la Constitution, les textes organiques. C'est pas spécifiquement camerounais, non, c'est partout ailleurs ça se passe comme ça. Oui. C'est-à-dire que l'argent, c'est un peu le diable. Vous avez suivi l'affaire Cahuzac en France, l'affaire Cahuzac au Ghana, pour que le Ghana soit mis sur les rails. Vous savez ce que Jerry Rawlings a fait. Donc, en Afrique du Sud aujourd'hui, on commence, vous allez ce qui se passe avec Zuma. Donc, c'est comme ça avec l'argent. Donc, il faut mettre, j'allais dire, c'est chaque président de la République qui implémente un truc. Mais sauf que ici, les Camerounais aimaient leur pays. Et ils aiment même leur pays. Et c'est pour ça qu'ils attiraient l'attention du chef de l'État. Je parle de cette interview d'Éric Tchindjé. C'est justement Éric Tchindjé, il a réalisé que maintenant, attendez, moi je pose des questions au chef de l'État. Bon, lui, il s'attache à... Il venait même d'enlever le ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça qu'on appelait à notre époque. Et Tekimboumouan, il lui dit, même vous-même là, il me suffit d'un coup de tête. D'accord. Mais attends, le lendemain, il devait partir. Ok. Donc, Chalamel, on a ces fonctionnaires qui fonctionnent exactement, je prends une image, une métaphore, pour qu'on comprenne très bien, comme un technicien électronicien que vous allez rencontrer dans un coin de rue pour réparer votre écran téléviseur et qui a le diagnostic qu'il faut de votre écran, mais préfère réparer à minima vos téléviseurs pour que vous soyez régulier, pour que régulièrement vous venez le voir pour qu'il pour dépenser. Pour Monsieur Éric Fopoussi Négou, permettez-moi de vous dire que rien n'est fait au hasard dans ce système. C'est un système bien pensé, bien huilé, dont chaque chaîne ou engrenage a une place particulière. Le premier point de la distraction des fonds dans ce pays, c'est la mercuriale. C'est la mercuriale fabriquée par ces mêmes personnes pour pouvoir manger convenablement l'argent. D'où vient-il qu'on achète un ordinateur à 1 million, généralement de deuxième main, et qu'on le revend dans l'État à 5 millions? Premier point. Deuxième point, l'administration camerounaise est saturée de temporaires. Nous avons des temporaires qui ont fait 20 ans. Dans quel pays? Un pays qui se veut normal, vous avez des temporaires qui ont fait 20 ans. Il a un service, est en fonction permanent ou bien contractuel. Je suis permanent, je suis temporaire. Temporaire sur quel est Robin Kelly. Temporaire au Petit Pierre. Ça s'explique comment? Faites le tour des mairies. Il y a tellement de temporaires. Ils émargent dans quel budget? Point d'interrogation. La presse. La presse. Savez-vous qu'il y a des ministères qui achètent toute une édition? Vous le savez, monsieur Rifopoussi, qu'il y a des ministères qui réussissent l'espoir d'acheter une édition entière de journaux en page de publicité. Cameroun Tribune même allait concerner. Vous avez des journaux qui sont devenus des éditeurs de journaux. Des ministères qui sont devenus vraiment des créateurs, des concepteurs et des magazines et des journaux. Dans quel pays on va? Ça, c'est toujours la distraction de fonds, monsieur Rifopoussi. Vous avez des nominations compliquées. Des nominations compliquées. Chaque ministre qui arrive, balaie l'ancien système, installe son système. L'autre qui arrive, balaie l'ancien système, installe son système. Des réseaux de fraude. Je vais le dire à haute intelligible voix. Alamine Ousmane, mais avant de partir du ministère des Finances, a affecté, non pas le dire, il a affecté tous les membres de son service. Je ne parle pas de corruption. Oui. Je ne parle, non, c'est pas la corruption. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Il a affecté tout le monde. Il faut regarder les derniers, vous allez vous rendre compte. On s'est interrogé, la presse s'est interrogé sur ces nominations, sur ces différentes affectations.
Était-ce des affectations disciplinaires? Était-ce, on s'était posé des questions. Allez lire la nouvelle expression, vous le verrez. Nous avons les séminaires. Pour distraire les fonds, c'est des séminaires. Le Premier ministre lui m'avait demandé de réduire. Lui-même, le Premier ministre, a combien de séminaires organisés depuis? Il faut se poser les bonnes questions dans ce pays. Il y a les voitures de fonction, il y a le carburant. Monsieur, vous voulez comprendre comment les gens détournent? D'accord. Merci infiniment à vous, Charles Abel, pour cette chronique qui nous a permis de rentrer en plein pli dans cette mafia. Madame, Monsieur Sissi, que prend fin cette première heure de l'émission. Merci infiniment de rester avec nous. À tout de suite, donc. Informatique qui nécessite un développement technique pour mettre sur pied un logiciel. Donc ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas nous taper. Je crois pour revenir avec les propos de Charles Amel. Autre réaction ce matin, si possible, voilà. Je pense que la femme devrait épouser cet homme, voilà, qui fait au moins quelque chose, parce que quand tu t'engages avec quelqu'un qui ne fait rien, cela peut poser un déséquilibre, je pense bien que c'est ça. Cela peut poser un problème dans le couple. Il faut donc trouver quelque chose de consistant, commencer à trouver, et puis à côté on trouvera les défauts qui étaient auparavant invisibles. Voilà, c'est Christelle qui réagit depuis l'école de poste à Yaoundé. Je pense que ceux ou celles qui vont être dotés peuvent avant tout trouver même un commerce à ce monsieur. Donc la famille peut trouver un commerce à ce monsieur, mais la femme n'avait pas besoin d'en faire un problème d'État. Une autre réaction, je pense que la dame doit réfléchir avant de s'engager. Si j'étais cette dernière, je l'épouserais car elle a même le soutien de toute la famille. Je vis la même situation, je suis heureuse aujourd'hui parce que Dieu est au contrôle. Joli témoignage. Merci à vous, chers téléspectateurs, de continuer à réagir sur Equinox Télévision. On fait de la télé comme chaque matin d'ailleurs. Voici la revue des réseaux sociaux. Merci. Eric Fopoussi, merci de me passer la parole pour cette journée. 3 informations et puis la toute période, on parle de financement, on parle d'argent, mais surtout de cette menace sur le déblocage des financements. On revient donc avec le FMI qui demande au gouvernement d'intégrer dans un délai de 2 mois les dépenses justement liées au carburant et à la sécurité dans la loi des finances 2018. On rappelle, c'est une information qui circule et qui pose pas mal d'interrogations. On évoque aussi l'hypothèque sur le décaissement des 95 milliards de francs CFA prévus pour cette année. Et on rappelle que c'est un grand enjeu, surtout une grosse question qui taraude l'esprit de nos chers internautes. Quel est donc l'enjeu de cette menace sur le déblocage de ces différents financements, surtout avec les 95 milliards de francs CFA par rapport à cette loi de finances. Aussi que c'est au thème de sa mission du 24, qui s'est tenue du 24 au 14 mai dernier. L'équipe pays du FMI, donc dirigée par Corinne Delécha, a donc livré ce rapport et ce diagnostic sur la toile qu'on qualifie d'un échec tous azimuts. Et voilà donc ce qui pose quelques interrogations. Qui a échoué? C'est Corinne Delécha ou c'est le Cameroun ou c'est la mission? Peut-être la mission, le Cameroun, mais le Cameroun, je pense bien. Certains nos confrères écrivent souvent, voilà. Parce que là, moi, je sens que lorsque la mission de FMI impose une certaine orientation, elle est dit draconienne au gouvernement, la presse proche
de gouvernement commencent à trouver « Ah oui, le FMI est en train de piéger ». Voilà. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien savoir. Alors il faut qu'on rentre dans le contexte. Hein. Nous sommes en juin 2017. Le Cameroun, bon, le président parle de résilience. Le Cameroun est vraiment dans un contexte économique très compliqué. Il y a de fortes tensions de trésorerie, il n'y a pas d'argent. Le Cameroun souhaite avoir de l'argent et donc le Cameroun rentre au FMI et contracte un accord avec le FMI, ce qu'on appelle les facilités élargies de crédit. D'un montant de plusieurs milliards de francs CFA. Un premier décaissement est fait et le Cameroun promet d'ailleurs via ce décaissement-là de mettre en place des mesures structurantes pour structurer son économie. C'est alors qu'on voit intensifier les différentes actions menées par le ministre des Finances de l'époque, Alamine Ousmane Bey, qui parle des fonctionnaires fictifs, du comptage physique des personnels. Alors, sauf que le FMI, cette fois, est allé encore plus loin et demande au Cameroun d'inscrire son budget lié au carburant, qui ne figure pas dans la loi des finances 2018, mais également lié à la sécurité. Bouro Bengan, c'est quoi l'enjeu maintenant, puisqu'on parle de 95 milliards de francs CFA, qui pourraient ou non ne pas être débloqués par le FMI si cette exigence n'est pas respectée dans les 2 mois? Non, mais l'enjeu, c'est ce qu'a développé Flora. C'est-à-dire, on risque de fermer les robinets si vous ne dites pas, si vous ne présentez pas clairement. Vous y croyez? Oui, on peut fermer. Non, et commençons. Vous avez parlé de juin. Non, si remontons en mars 2017, le Fonds monétaire international a constaté, du moins en le regrettant, que ce que sa directrice avait dit au Cameroun n'a pas été respecté. Notamment, il fallait que les projets, que les projets arrivent à maturation et que ces projets soient exécutés. On s'est rendu compte, et de l'autre chose qu'on ajoutait, que Christine Lagarde avait dit, c'est qu'on avait embrassé beaucoup de choses et on n'est pas arrivé au fond de ces choses. Nous avons une institution qui voulait nous aider à parfaire, notamment la Caisse autonome d'amortissement. On a même nommé un nouveau directeur qui commence à, j'allais dire, qui voulait travailler en adéquation avec le gouvernement en leur disant amenons les projets en maturation, exécutons-les. Personne ne l'a écouté en lui disant mais nous avons même plus de 5 000 milliards ici. Nous avons dégagé plus de 2 000 milliards pour payer les PME, la dette intérieure. Personne ne fait rien. Donc, on va donc main et pieds liés au Fonds monétaire international. Puisqu'il n'y a pas d'argent, il faut de l'argent pour financer. Il y a l'argent, la Caisse autonome d'amortissement. Sauf que cet argent-là est soumis à est soumis à une condition très forte, c'est qu'il va falloir élaborer des projets. Mais justement, c'est une condition très faible. Ça veut dire, vous allez me dire que un gouvernement de la République ne sait pas élaborer, ne peut pas écrire un projet. Et tous ces séminaires que dénonçait Charles Hamel, c'est pourquoi on vous parle séminaire, atelier de renforcement des capacités. Tout à fait. Mais attendez, c'est bien trop compliqué pour eux. Ah d'accord. C'est bien trop compliqué pour eux. C'est vraiment compliqué parce qu'ils n'ont pas réussi à débloquer cet argent. Tout à fait. Donc, maintenant, le FMI vient donc vous dire, monsieur, hier on vous a donné quelque chose accordé avec faute. Maintenant, il n'y aura plus d'accordé avec faute. Vous vous êtes engagé dans les guerres. Cette guerre coûte combien? On vous avait interdit de subventionner le carburant au Cameroun. Donc, une bouteille de gaz qui coûte 6 500 devrait coûter 13 000. Vous en êtes où? Dites-nous. Donc, là... Mais bon, vraiment, quand je vous dis enjeu, que veut le FMI? Le FMI veut quoi au Cameroun? Le FMI veut quoi? Que le Cameroun puisse gérer de manière saine son argent, l'argent public. Est-ce que c'est vraiment ça que le FMI recherche? Non, le FMI veut s'enrichir davantage en appauvrissant. L'orientation principale du Fonds monétaire international, c'est d'appauvrir les États au bénéfice des multinationales et des banques étrangères. C'est tout. Mais c'est pour ça qu'on dit n'y allons pas. C'est-à-dire que pour là, j'étais serré à la place du président de la République que j'ai dit, madame, vous avez donné 400 milliards dernièrement, ça va, je ne prends rien. Allez-vous-en, on arrête. Oui, parce que faire ça pour quelques petits 95 milliards de francs CFA, mais ça veut donc dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas élaborer, la Caisse autonome d'amortissement vous dit, voici l'argent frais, venez prendre. Voilà, la coopération française vous dit, élaborer d'abord les 400 milliards que nous venons de vous donner, c'est pour les communes.
Il faudrait que chaque commune vienne avec le programme national de développement participatif. Là encore, c'est bloqué. C'est encore l'ambassade de France qui essaye d'aider le gouvernement camerounais à élaborer les projets pour consommer votre argent. Donc, en fait, le FMI continuera à nous appauvrir. Je veux dire appauvrir le pays, mais à enrichir certains individus qui vont voir le compte bancaire. Puisque c'est l'endettement, on va dire que c'est pas le FMI qui donne comme ça pour rien. C'est une banque. Bien sûr, c'est une banque. Parce que beaucoup penseraient que c'est quand ils font ça, c'est parce qu'ils veulent nous donner, c'est vraiment l'endettement. Parce que de temps manière, vous lui dites que mais j'ai le cancer, vous dites non, votre cancer, je ne veux pas. C'est le palu. Moi, le palu que vous avez. Lui dit non, le palu, je peux supporter avec les petits médicaments. Attaquant le cancer, vous dites non. L'argent pour la chimio coûte très, très cher. Laissez-moi, c'est ça. Donc, et vous allez donc faire quoi avec un médecin qui vous dit, vous changez de médecin? Est-ce que parce que le FMI est une banque, parce que le FMI a mis en place cette facilité élargie de crédit, est-ce que le FMI, par ses injonctions et ces conditions-là, ne montre pas qu'à un moment donné, il n'est pas très sûr de la solvabilité du Cameroun et qui veut s'assurer que le Cameroun peut rembourser cet argent à une échéance raisonnable? Effectivement. Oui. Et là, c'est effectivement le problème qui se pose. Oui. Parce que Christine Lagarde a dit qu'elle craint que le taux du Cameroun pourrait atteindre 39%. Lorsque le taux d'endettement atteint à ce niveau, ça veut dire qu'en fait, vous êtes à terre. Et elle ne comprenait pas pourquoi l'atteinte du point d'achèvement en 2006, aujourd'hui, on en soit encore là. On ne puisse pas se relever. Donc, effectivement, c'est là le problème. On vous dit, on vous donne même, vous allez rembourser comment? Oui. Le port en eau profonde de Kribi, vous n'en parlez même plus. C'est devenu port autonome de Kribi, alors que ce n'est pas ça. La voie ferrée qui amène là-bas, vous ne pensez même pas faire. L'axe zéro, les Chinois disent qu'ils vont quitter bientôt. Vous n'arrivez pas à donner votre 15%. L'autoroute Douala Yaoundé, non. Voilà, donc, en fait, le FMI, effectivement, vous avez raison. C'est ça la principale inquiétude. On vous donne même les 95 000, vous ne pourrez pas rembourser. Voilà. Donc, Chalamé, on est un peu là comme un banquier et un individu qui vient, ou bien dans une réunion, hein, vous venez dans une réunion le dimanche, vous voulez contracter un prêt, vous demandez à la réunion de vous donner 5 000 francs, bon, disons, 50 000 francs CFA. Alors, la réunion qui est ici, le FMI, et vous qui êtes l'État du Cameroun, vous dit, mais les 50 000 là, vous allez faire quoi avec? Parce que si c'est pour aller boire les biens au quartier... Oui, on vous a même donné l'argent pour envoyer les enfants à l'école, le préscolaire. Maintenant, donc, tu veux acheter le terrain, tu vas... Parce que le FMI veut assurer que l'argent qu'il donne là, ça sera investi dans des projets qui pourront être rentables au Cameroun. Parce que c'est pour aller dépenser les fonds de carburant, les surfacturations, les papiers hygiéniques qui coûtent 2500 francs, 3000 francs CFA. C'est pas la peine du coup. Monsieur Erifopoussi, pour vivre en paix, évitez d'écouter les discours. Évitez d'écouter les discours. Comment on peut boucher les oreilles à la Ces discours sont des mensonges, tout simplement. D'accord. Émis par des tam-tams creux. Je le dis pourquoi. Les ONG sont dans ce pays depuis combien d'années? 50 ans. Quand nous avons les ONG. Regardez la ville de Bertois. Combien d'ONG à Bertois? Combien d'ONG dans le nord? Lutte contre la famine, lutte contre l'avancée du désert, contre l'oncocercose, lutte contre ceci. Ça a déjà changé. Mais cher Salamel, vraiment, la question que je vous pose ce matin. Non, attendez, est-ce que ça a déjà changé? Je vous pose ce matin. Monsieur, il faut aussi j'en viens. C'est que le FMI est en train de vouloir donner son argent au Cameroun. Monsieur Fopoussi, j'en viens. Le Cameroun peut rembourser. J'en viens. Si déjà à ce niveau, il n'aide pas le Cameroun, vous pensez que c'est à travers un prêt? On a dit une réduction du train de vie de l'État avant même qu'on nous donne la première aide. Quelles sont les voitures qu'on a offertes au sous-préfet et au préfet? Quelles sont les voitures qu'on a offertes au gouverneur? Quelles sont les voitures dans lesquelles les ministres roulent? Vous pensez qu'un sous-préfet lambda, dont la voiture coûte minimum en termes de consommation à Cameroun 100 000 francs la semaine, ce qui fait 400 000 le mois, tant qu'on n'avait pas retiré la voiture là, il peut changer son train de vie? Attends, Gandhi n'en a pas encore. 400 000. L'entretien de ces véhicules, ça coûte combien? D'accord. Alors, monsieur Erifopoussi, c'est un leurre que de dire réduire le train de vie. Si on réduit le train de vie et que les gars n'ont plus de bons de carburant,
ils vont ponctionner chez les usagers. D'accord. En tout cas, je constate que le FMI a une fixation sur le carburant. Souvenez-vous, Robin, que tout récemment, le Cameroun, le FMI avait demandé au Cameroun de remonter les prix à la pompe. Et le gouvernement avait à l'époque dit que non, ça pourra jouer sur les ménages. Et le FMI a dit non, pas forcément, parce que le carburant, c'est les bons de carburant ici. Il faut aussi, c'est très simple. Voilà. Que l'État du Cameroun retire tous les véhicules qu'ils ont vus au sous-préfet, qu'ils ont vendu toute l'administration, les VX, les V8, tout ce qu'ils ont donné, et qu'on donne les véhicules des orphelins. D'accord. Qu'on offre les véhicules des orphelins dont la consommation ne dépasse pas les 30 000, 35 000, 40 000. Comment les sous-préfets iront en tournée de plus de contacts, tournée économique? Ils vont aller avec les motos. C'est ça le service de la nation, monsieur Rifopoussi. D'accord. Donc, du coup, le FMI qui fait une fixation sur le carburant, je rappelle que le Cameroun a subventionne une là, partie. Vous allez voir, je vous coupe, excusez-moi. Certains journaux titrent que le FMI veut un soulèvement populaire au Cameroun. Parce que, effectivement, si le gouvernement ne subventionne plus les produits pétroliers, j'ai dit, le gaz domestique qui coûte 6 500 sera porté à 10 000 ou un plus. Et le pétrole lampant, parce qu'on nous coupe l'énergie électrique tout le temps. Nous sommes rentrés à l'ancien Sonel, c'est comme ça qu'on appelle. Donc le pétrole lampant, le litre va coûter autour de 600, 600 à 800. Donc il faut dire que c'est 95 millions pour voilà, et ça, il y aura les impacts. C'est-à-dire que même le bâton de manioc sera payé, puisque la femme qui viendra péter son manioc pour venir te faire le bâton, il va réduire. Donc il y aura... Mais c'est pourtant ce que conseille le FMI au Cameroun. C'est pourquoi on dit ne pas y aller. Il ne faut pas y aller. De subventionner le carburant, les prix de pétrole. Comment ils vont en faire maintenant, l'État du Cameroun? Peut-être que monsieur le ministre Moutazé est en train de récolter là, comme il fait la chasse, l'épervier, comment vous l'appelez ça, l'opération, c'est JPS 3, c'est JPS 3 ou 4. C'est COP, ils ont dit, c'est COP opération, comptage des physiques du personnel de l'État. Peut-être qu'il pourra engranger quelques bénéfices là et injecter dans le circuit. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Florazé. On va surtout prendre également tendance sur cette... Donc ça veut dire qu'ils vont baisser le prix du gaz? Non. Non, ils veulent le prix du carburant. Non, ils veulent que le gaz augmente. C'est pourquoi on fasse comment? Mais le gaz, à 6 500 francs, on s'en sort pas. Parce que l'État subventionne. Il faut dire que l'État paye la partie. L'État paye une partie pour que vous ayez ça à 6 500. Non, c'est trop cher. Si on pouvait diminuer comme avant, on nous laisse au gaz à 3 000 francs la bouteille. Tu sais qu'en achetant ton gaz à 3 000 francs la bouteille, tu peux utiliser un mois. C'est pourquoi on retourne au feu de bois. C'est pourquoi on va maintenant dans le charbon. C'est la femme qui est un peu maintenant qui me passe sur le gaz. Parce que retirer 6 500 francs comme ça, acheter une bouteille de gaz, ce n'est pas donné à n'importe qui. Bien sûr. Moi qui vous parle là, je n'aime pas le gaz à la maison depuis 2 mois. Je ne veux pas qu'avec le fou. Que parlons va dire qu'il manque. Oui, je fais les économies. D'accord. Le gaz, quand j'aime souvent le gaz, c'est seulement pour réchauffer. Jusqu'à si il rentre le soir qu'on a allumé le gaz, même pour faire les œufs et faire les problèmes. Je me réveille. Non, quand je prépare, ça risque alors d'être compliqué. Encore plus compliqué. Tu vois comment je m'organise. Plus compliqué. Qui prépare va au feu de bois. Dès que je finis de préparer, je dépose. Le gaz maintenant me sert seulement pour réchauffer la nourriture le soir. Pour ne plus aller à la cuisine et que non, j'allume le four, j'allume le feu, je réchauffe. Donc si quelqu'un saute le riz sur mon gaz, c'est que la personne veut que le scandale. D'accord. Papa, pardon, diminue le prix du gaz. En tout cas, nous souffrons. Mais en tout cas, le FMI a donné 2 mois au Cameroun pour intégrer donc les dépenses liées au carburant et à la sécurité. Bon, on a voulu se focaliser au carburant. On imagine que pour la sécurité, c'est évidemment l'argent qui est débloqué pour la crise anglophone et pour l'extrême nord et la lutte contre Boko Haram. Le FMI veut voir plus clair sur comment cet argent et combien est dépensé pour savoir si les 95 milliards vont être débloqués ou pas. L'État du Cameroun, je vois mal, bon, Bengane jusqu'à présent, le Cameroun faire ça parce que ça relève de la souveraineté. Notre souveraineté. Tout à fait, je connais le gouvernement. Ils vont réduire les bons de carburant, comme disait Charles Hamel. Si le sous-directeur avait, par exemple, 100 litres, on va lui réduire quelques litres. On va dire au FMI, bon, voilà ce qu'on distribue. Bon, l'histoire de subvention de pétrole, là, on continue à subventionner, mais on a enlevé. D'accord, en espérant qu'on sache même combien l'État dégage chaque année, normalement, pour subventionner ce pétrole-là, parce que c'est également une piste qu'on doit pouvoir explorer.
Florazé, l'autre information. Oui, la seconde information, Eric Fopoussi, on parle de sport, de football avec notre international Karl Toko Ekambi qui fait également le buzz. Il est donc le lauréat du prix Marc-Vivien Foué pour cette année 2018. Je rappelle que depuis sa création en 2009, le prix Marc-Vivien Foué a été remporté par Karl Toko Ekambi. C'est le premier Camerounais à remporter justement ce prix qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Karl Toko Ekambi, donc meilleur buteur des joueurs camerounais de la Ligue 1. 17 buts. Il a donc obtenu 264 points natifs avec justement son rôle qu'il joue de buteur, de passeur aussi dans son club Angers SCO en Ligue 1 en France. Et puis il dévance le Tunisien Wabi Kazi et le Burkinabé Bertrand Traoré. Vous savez, sur la toile, il est très bien félicité et certains fans de l'équipe nationale et puis même de cette star espère revoir Toko Ekambi justement chez les Lions Indomptables pour la CAN 2019. On se rappelle, lui qui n'a plus joué dans l'équipe nationale depuis la Coupe de Confédération en juin 2018. Voilà donc des performances qu'on attend aussi au sein de l'équipe nationale. Pourquoi pas, je parle comme les fans, je parle comme les amoureux du football camerounais, pourquoi pas avec lui remporter la CAN 2019. Alors, puisqu'on parle de sport, j'aimerais quand même marquer un temps d'arrêt également pour dire que David Maïbi, qui a été un père pour moi, donc est décédé le 15 mai 2016. Vous savez tout ce qu'il a fait pour les footballeurs camerounais à travers le SINAFOC. Donc, on va également penser à lui aujourd'hui, hommage donc à David Maïbi, et dire que donc Karl Toko Ekambi, qui a été, je le rappelle, rappeur, il a fait du rap avant d'être footballeur. Donc, c'est quand même intéressant de le signaler, oui. Lui qui joue donc à Angers en France. Angers qui a souvent réussi à mettre à mal l'équipe du PSG, qui est le numéro 1 en France, avec là encore des performances très fortes de Karl Toko Ekambi. Alors, bon, Bengan, c'est la première fois depuis 10 ans qu'un Camerounais gagne pourtant ce trophée, qui est un trophée qui rend hommage à un footballeur camerounais. On va dire quoi? C'est une juste... ça veut dire simplement, en fait, il faut dire qui est le collège. On les choisit où? En France. En France, on ne les choisissait pas dans le monde entier. Je pense que Samuel Eto'o aurait eu... C'est deux chaînes françaises internationales qui ont mis en place ce trophée. Qui dépendent du Quai d'Orsay. Qui dépendent du Quai d'Orsay. Et qu'on ne citera pas sur ce plateau, qu'on se gardera bien de citer. Non, moi, Toko, il a dit quelque chose, c'est qu'il avait 10 ans quand Foué était décédé. Et il avait regardé... En 2003, le 26 juin 2003. Il avait regardé ce match. Et il a même des traits de ressemblance à Foué. Mais ce qui me fait aussi tiquer, moi, je suis un homme du passé. Et que je l'ai vu avec le numéro 7 de Oman Biyik et que Oman Biyik était un grand buteur. Donc, je ne connais pas, en fait, qu'il n'y a même pas encore d'entraîneur sélectionneur national au Cameroun aujourd'hui. Bon, peut-être que le nouvel entraîneur, il verra Toko Ekambi entrera dans son schéma, dans ses plans tactiques. Bon, c'est vrai que Toko Ekambi se plaint de ce que quand il joue chez les Lions, on le met soit sur un côté, soit un peu en arrière, et que son poste, c'est le numéro 9. Ça veut donc dire que voilà, qu'il entre dans le plan tactique du nouvel entraîneur. Parce qu'avec le numéro de Oman Biyik, numéro 7, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Maintenant, non, moi, le problème, c'est Marc-Vivien Foué. Le gouvernement camerounais avait pris des engagements devant le monde entier que son complexe sportif à Bétain n'allait pas mourir. Mais malheureusement, aujourd'hui, si on avait poursuivi, peut-être qu'on aurait un stade là-bas et quand vous allez à Bétain maintenant, c'est dans la broussaille. C'est clairement je ne sais pas que ce soit sa veuve ou les orphelins, le gouvernement, je pense que comme Marie-Louise, elle n'est pas une personne qui bavarde, mais je sais également qu'on a recruté un entraîneur dont je ne dirai pas le nom ici. Un ministre des Sports sollicite Madame Foué pour les tractations avec cet entraîneur-là, mais je vous assure, les tractations ont eu lieu. Madame Foué a même préparé la nourriture pour tout le monde. On ne lui a même pas laissé un fanta.
Elle l'avait dit à l'époque, je ne dirai pas le nom de l'entraîneur. Et cet entraîneur a gagné beaucoup d'argent au Cameroun. Je vous dis, le ministre des Sports en question. Je vois qui c'est et je vois Voilà, de quel ministre on parle. D'ailleurs, ce ministre-là a rassemblé beaucoup de casseroles lors de son passage à la tête de ce ministère des Sports et de l'Éducation civique et physique. Charles Abel Bachou, donc avec Karl Toko Ekambi, pardon, qui gagne dans ce trophée en France. Ça représente quoi pour vous? Je n'aime pas trop me pencher sur les affaires de football, M. Eric Fopoussi, parce que j'estime que nous avons trop de problèmes. Bonbon a dans soulevé, le football aussi. Dans le football. Bonbon a soulevé. Non, le football, ça peut passer. Vraiment, pour moi, si on suit cette affaire-là même pour 4 ans, ça ne va pas nuire les Camerounais. Oh non, pas On a J'ai une dit canne. pour 4 ans, On a une canne. histoire de repenser le football, ça ne va pas. d'accord, si c'est pour repenser, d'accord. On dissout pour 4 ans pour Oui, repenser. pour recommencer, pas de oui. problème. Donc, je me permets de dire qu'on ne peut que féliciter Karl Toko Ekambi. Ekambi, on peut que le féliciter par rapport à l'action qu'il a menée. Mais j'aurais souhaité qu'on associe par le nom de Marc-Vivien Foé à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme l'a dit Mbambok, on ne connaît pas la symbolique, on ne connaît pas mettre en œuvre, mettre à la soirée le symbolisme que représentent certaines personnes, les icônes dans ce pays. Aujourd'hui, Marc-Vivien Foé, on parle de lui comme si c'était un vendeur d'arachide, comme si c'était un ramasseur de balles. Non, mais pourtant, au fond, reconnaissons un peu quand même que ça vient d'ailleurs, cette reconnaissance. Et c'est pour ça que c'est condamnable. C'est pour ça que c'est condamnable. Oui. C'est pour ça que je condamne. Parce que dans son pays... Ne leur reprochez pas, eux en France, D'avoir reconnu pensé la à un valeur prix. de... Voilà. Marc-Vivien Foé, au moins, vous pensez à lui Nous chaque avons eu année. le prix Moumier et je me suis toujours offusqué que cela vienne d'ailleurs. Nous avons un ministère, nous avons toute une direction du patrimoine, des monuments et du patrimoine qui peut le gérer au ministère des Arts et de la Culture. Non, je vous ai mal saisi. J'ai pensé à un moment donné que vous mettiez en doute la sincérité de ces organismes français à rendre hommage à Marc-Vivien Foé et qui devaient enlever le nom dans leur chose. J'estime qu'à ce jour, M. Eric Fopoussi, les Camerounais devraient se lever comme un homme et demander, poser une question à son Excellence Olbia. Vous nous laissez quoi? Vous nous avez donné quoi? Vous nous laissez quoi? En 90, après la brillante prestation de Lyon, il a dit « J'aimerais qu'on retienne de moi l'homme qui a apporté la paix et la prospérité. » Je pense qu'il faut voir s'il n'y a pas la paix et la prospérité. Pourquoi tous ces gars vont en prison? C'est pas ce qu'on va retenir du président Biya. C'est ce qu'on va retenir. On ne doit pas retenir ça. Il doit laisser des... C'est ça qu'il nous laisse. Vous allez retenir quoi? Alors, Karl Toko Ekambi, tendance... tu le connais Mais quand Foé mourir, il était bébé. Hein? Il était bien petit, l'enfant là. Papa, appelle Thierry Henry. Tu lui dis que j'ai dit que la promesse est une dette. Parce que l'année que Marco est décédé, moi j'étais devant la télé. À l'époque, il regardait le match. Il avait dit qui va s'en occuper de la veuve. Pour ne pas dire certains dirigeants qui ont vu les caméras partir allonger leur bouche pour dire que non, la veuve va être heureuse, on va bien s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle devient, la veuve de Marc-Vivien Foé? Non, peut-être que Thierry Henry s'occupe d'elle là-bas. Thierry Henry avait dit, j'avais vu le jour là, bonbon. Oui, il avait dit. Il avait dit le jour là qui va s'en occuper d'elle. J'ai cru que le complexe Marc-Vivien Foé qui est devenu où les gars Funumbanga habitaient. On m'a dit qu'on Funumbanga là-bas. Les gens m'ont dit que c'est devenu un endroit où on fume que le mbanga. Donc, papa. Non, c'est pas Thierry devenir. Thierry Henry a dit qu'il veut que les enfants. Non, voilà. Je demande non, maman. Maintenant, si c'est à ton père que tu dis d'aller faire ce terrain. Non, j'ai voulu qu'il appelle Thierry Henry parce que une main ne peut pas attacher. Les Mboma et les Jules sont. Thierry Henry s'est occupé. Il s'est occupé de notre veuve. Qu'il a fait quand même Japon. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Appelez donc les Mboma. Ils posent avec Thierry Henry. Ils font une réunion pour regrouper les gens. Les Carlos Camini, voilà, les Job Désiré, voilà. Mais sans les Ruel Andem même, pourquoi pas faire Nation Lyon? Je connais. Jérémy Ditap. Jérémy Ditap, ils sont tellement nombreux que si et si ça devient la liste du bac. S'ils peuvent faire une réunion, voir comment on peut construire, même un orphelinat là-bas pour aider les orphelins. Parce que si Marco vivait,
c'est que l'endroit ne devait plus être comme ça. Vous voyez comment quand même ces choses meurent. Je sens dans mon cœur que moi-même, le jour de ma mort, même mes choses vont mourir comme ça. Mais je vais encore dire à tous ceux qui aiment ce que j'ai fait, pardon, si je meurs, d'ailleurs, je ne souhaite même pas mourir à l'âge ici, ce que vous allez me donner qu'à mes enfants, étant dans la TV, voir. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire que ce que quelqu'un avait dit qu'on donne, vous dites non. Ce que vous pouvez me donner le jour de ma mort, s'il y a quelqu'un qui peut dire que je prends l'achat d'envoyer les enfants quand à l'école jusqu'à nouvel ordre, vraiment, prenez ça. Je fais un témoignage comme ça devant mon public. Ok. Alors, oui. Florazé, un mot également sur cette histoire. Oui, cette récompense aussi. Oui. Très belle performance. Très belle performance. Je pense que ce sont des performances qu'on a besoin pour notre CAN. Bon, l'a dit. Parlant des, vous l'avez également dit, il a revendiqué un certain nombre de choses. Donc, vivement que l'actuel, enfin, l'entraîneur officiel qui sera connu, pense également à ce type de personnes, à ce type de performance, parce qu'on a besoin, malgré le climat austère dans lequel on se trouve, parlant du football camerounais, on a quand même une compétition d'envergure qui va s'organiser, qui va se maintenir, qui va se jouer au Cameroun. Donc, on a besoin d'avoir une équipe bien ficelée, avec de bons joueurs, qui soient maintenus sur le plan stratégique sur le terrain. Donc, il faut également penser à ça. Donc, je pense que jeune qu'il est, il a de l'énergie, la fougue et tout. Donc, je crois qu'il est à féliciter. Et puis, parlons de Marc-Vivien Foué. C'est comme Charles Hamel l'a dit. Il fallait pas, on le déplore un peu. On peut notamment évacuer encore cette gangrène qu'on a en nous. Parlons justement des icônes qu'on n'arrive pas à louer au Cameroun. Donc, c'est un peu triste. Mais déjà que si l'extérieur pense à nos icônes comme Marc-Vivien Foué et bien d'autres, et qui sont reconnus à l'échelle internationale. Moi, pour ma part, je pense que le Cameroun, c'est le Cameroun qui brille ailleurs. Et au moins, les autres reconnaissent qu'on a quand même du potentiel. Ah, d'accord. Comme Chirac est venu avec Roger Mila dans ses mallettes pour dire au président de la République, vous avez dit que vous avez demandé à ces messieurs que vous le verrez. Vous allez le voir quand. Alors, donc, Karl Toko et Kambi, félicitations, hein, Gaillard, et surtout nous ramener aussi de gros buts dans les prochains matchs des Lions indomptables du Cameroun pour définitivement vous ancrer dans le cœur des Camerounais comme un certain Samuel Eto'o ou Mambéik en leur temps. Et Bassongok, tu oublies Bassongok. Non, c'est sa génération, donc ils sont ensemble. Et quand c'est comme ça, c'est l'image. Ils pourront se battre. C'est l'image du Cameroun qui est bien dehors. Donc, mes félicitations, mon petit. D'accord. Florazé, la troisième information. La troisième information nous emmène à Tchang. On est au Cameroun, où de ce côté, le sous-préfet de Tchang donc exige, à travers une note, il exige la fermeture des débits de boissons à 21 h. Plus rien n'est ouvert, fermé. Et puis, la note également qu'on peut lire dit que tout contrevenant, là j'y arrive à cette présente mesure, verra son établissement, on le sait très bien, purement et simplement scellé. Voilà donc une mesure qui n'est pas, on va dire, acceptée par tout le monde. Hein. Les gens, certains sur la toile, s'expriment qu'il y a tellement de choses à faire au Cameroun que c'est toutes les autorités, déjà sous-préfets et autres, qui sortent à chaque fois pour fermer les débits. Dernièrement, on était à Bertois, aujourd'hui on est à Tchang, un peu partout. On ne s'occupe que des débits de boissons et pourtant, on a d'autres domaines sur lesquels on devrait s'attarder. Les routes, problèmes d'électricité, problèmes de santé et autres. Mais on se focalise sur les débits de boissons. En tout cas, à Tchang, c'est 21 h ouvert. Pour ceux qui viennent entraver à cette mesure, verront tout simplement leur établissement purement et simplement fermé. Mais si vous voulez mon avis, il faut commencer aussi par là déjà, parce que on a de nombreux Camerounais qui travaillent dans le secteur de l'eau, comme vous dites, et tout problème, qui arrivent au boulot sous. Donc, vous imaginez que... C'est par là qu'il faut même commencer. Il faut commencer par là pour qu'ils soient d'abord sobres. Non, remarquons, même les internautes, en réalité, permettez. Ils embêtent. Lorsque vous venez, vous voulez ouvrir un débit de boisson, votre licence est bien marquée. Vente emportée, vous fermez à telle heure, 20 h. Bar dancing, vous fermez à telle heure. Boîte de nuit, vous fermez à telle heure. Ça, c'est connu. Qu'est-ce qu'il y a
à demander, comment je vais dire, la licence d'exploitation d'une vente emportée et vous pensez que vous allez y mettre la musique et qu'on vous laisse fonctionner jusqu'au matin. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec ce que cela, d'abord, c'est contre la réglementation. Maintenant, si vous voulez créer une boîte de nuit, allez solliciter la licence d'exploitation d'une boîte de nuit. À ce moment-là, les autorités administratives sauront qu'il y a une boîte de nuit qu'on appelle Matanda là-bas, qu'on pourra, et on va envoyer les forces de maintien de l'ordre encadrées. Mais vous ne pouvez pas avoir un bar, l'exploitation d'un bar, et penser que vous allez mettre tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas possible. Mais merci, monsieur le sous-préfet. Moi aussi, merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Ça empêche aux gens d'aller au boulot. Étant en état d'ébriété. Et maintenant, en plus de l'insécurité, vous voyez, la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest fait que les gens commencent à venir. Et c'est là où on va passer. Et la drogue, et les armes, et la prostitution, et tout ça. Maintenant, et le sexe à outrance. Voilà. C'est ça qui est dangereux. Mais c'est tôt. Non, merci, monsieur l'autorité administrative. 21 heures, c'est tôt. Les gars vont il faut dormir, il faut aller dormir, réfléchir à la maison, comment vous allez vous organiser pour aller au foot. Tu dis quoi comme ça? C'est tôt, les gens boivent au Cameroun. Actuellement, on se plaint qu'il n'y a pas de courant. Imaginez-vous que, parce que c'est des Camerounais qui bossent dans ces entreprises, ce n'est pas des gens qui comprennent ailleurs. Mais qui ont également besoin de prendre un verre. Si ces gens doivent boire jusqu'à 4 heures le matin, quelle conscience ils ont le matin quand ils arrivent au boulot? Arrêtons un peu. Mais d'abord, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas boire jusqu'à 21h? Voilà. Vous sortez du boulot à 15h30, 16h, vous buvez jusqu'à 21h, c'est pas beaucoup. Et puis, c'est quoi cette habitude que les gens prennent à dire qu'il faut passer par boire une heure de rentrer du boulot? Papa, ça c'est beau au Cameroun. Vous finissez rentrer chez vous. Vous voulez mettre les Camerounais où là? Même quand on augmente les prix de la bière, les Camerounais sont tous dedans. Comment vous êtes comme ça? Donc c'est bon, il faut donc que les sous-préfets ferment. Franchement, j'espère que ce n'est pas. J'espère que ce n'est pas one man show. Il faut que ces collègues de Vouri commencent aussi. Non, pour le Vouri, chaque jour qu'on va faire manger, on fait le one man show. Le tapage, on publie après, on paye, on va payer la licence. Papa, pardon. Surtout aux abords de l'université. Oui, pour l'université, je suis d'accord parce qu'il y a les étudiants là-bas. Mais pour Tchang, papa, 21h, c'est tôt. Au moins 23h. Tout comme le tu vas boire combien de bières? Minuit, il y a les patrouilles. On va boire combien de bières le soir? À 21h, c'est bon. Parce que quand je vois les quartiers comme Photo, au quartier Photo là-bas, c'est devenu du n'importe quoi là-bas. Il faut fermer pour que plus personne ne soit à les rues de la joie partout. Oui, parce il a même dans un quartier comme Petgrand, qui était avant un quartier quand même respectable, les bars sont nés là-bas d'une manière exponentielle. Non, on doit fermer ces bars-là. À Foréké aussi, vers la sous-préfecture de la ville aussi là-bas. Il faut tout fermer. Et les chiffres d'affaires pour les commerçants. Les chiffres d'affaires sur la vie. Mais attendez, les gens qui vendaient par soirée 10 casiers de bière. La licence vous donne les heures d'ouverture et de fermeture. Et quand vous dépassez, c'est pourquoi on ne doit pas vous fermer. Vous envoyez dans les familles jusqu'à 20h, 21h. Alors, quelqu'un qui a ses cotisations, qui sait que je vends 5 casiers de bière par soirée, je fais tellement de nombre de cotisations à la fin du mois. Vous venez encore couper d'un coup. Non, ils vont acheter avant 21h. Tendance est florisée pour ceux qui parlent de chiffre d'affaires. Vraiment, c'est grave. Ce sont des commerçants, il faut également penser. Maintenant, les gars vont bien agresser. Quoi, pardon, les gars boivent, gagner de l'argent aussi. Pardon. Aller dans les champs. Eric. Aller dans les champs parce que c'est où l'économie doit, où les gens doivent. Oui, ce n'est pas dans la bière. C'est pas la bière qu'il faut aller. Aller dans les plantations. Mais déjà, quelle plantation? Déjà, il n'y a pas de terre. Mais attends, oui, mais oui. Il n'y a pas de terre. Quand les gars boivent, il y a quoi? Les permettez aux gens. Quand les gars boivent, Eric ne me coupe pas. Je vais aller jusqu'au bout de pensée. Oui, vraiment. C'est un débat et on va débattre. Les Camerounais boivent pour noyer leurs soucis. Quand vous fermez les bars à 21h, c'est pour que les gars... C'est pour rendre les gars encore rebelles. Et le lendemain matin, les mêmes soucis reviennent. Ils dorment le soir étant bon. Ils restent tranquilles. Le lendemain, les mêmes soucis reviennent. Non, mais c'est quand même passable. Dis que fermer un bar à 21h à Tchang, c'est mettre les gens qui ouvrent par exemple à 18h, 20h. Ils vendent quoi? Comment? On va vendre combien de bières? L'organisme a besoin d'un peu d'alcool. Dites un mot, Charles Hamel. Dites un mot, je vous en prie, Charles Hamel. Dites un mot, parce que là, sur ce plateau, ça commence à aller vraiment. Monsieur Eric Fopoussy, connaissez-vous toute l'économie qui tourne tout autour du bar? C'est la drogue.
Non, toute l'économie qui tourne. C'est la drogue, Charlamel. Les braiseuses de poisson. Lorsqu'un bar c'est la ferme, drogue, c'est le sexe. lorsqu'un bar Non, mais ferme, Eric, faut c'est pousser. tout le quartier qui dort. Absolument, vous devez dormir. Il doit dormir à 21h, Vous ils avez doivent les dormir. braiseuses Mais de laissez, poisson. laissez Charles Vous Lamel. avez les braiseuses de maïs. Qui envoie les enfants à Vous l'école. avez les braiseurs de porc. Oui. Vous avez les gars, comment Des on appelle ça, colbosseurs Les vendeurs de photocopieuses. dictateurs. Oui. Vous avez... À quelle heure 21h? Oui. Mais bien sûr. Mais attendez, vous Charles Lamel, que dit la réglementation? On ne va pas laisser piétiner la réglementation. Charles Lamel, créez donc les boîtes de nuit. Le problème est ailleurs. Le problème n'est pas ailleurs. Les Le boîtes, problème la est réglementation, on ferme à Si 21h. le sous-préfet utilise des mesures conservatoires par rapport au 20 mai, comme on les voit déployer dans tous les quartiers, Voilà, c'est sûr. désormais, et je félicite cette action, si ça peut continuer après le 20 mai, c'est d'accord. Voilà. Parce que pour la première fois, je vois des policiers entrer dans les quartiers, venir s'asseoir, observer, tourner. Si on pouvait envoyer comme ça de manière dissuasive, ça allait. Donc j'estime que ce n'est qu'une manière dissuasive, c'est bon. Mais s'il faudrait, monsieur Erifo Poussy-Negou, dire que c'est définitif, qu'on ferme tous les débits, non. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a toute une économie qui se débrouille tout autour, qui se développe tout autour. D'accord. En Ouais, tout cas, je ce suis sera d'accord. votre- Les agressions Je aussi, suis c'est d'accord. Ce sera votre Mais non, mais avis, dans ce tous les sera- pays ce du sera monde, il y a votre- les agressions. Ce sera Il y votre a- avis, mais nous voulons une nation différente de celle actuellement promise et surtout Avec un encadrement celle je veux dire celle qui se passe actuellement, celle qui est promue aujourd'hui au Cameroun. Voilà. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Voici Interpellation de ce mardi 15 mai 2018 avec un plaisir de retrouver les images de Cédric Chouna. Bon, pour moi, le développement, c'est qu'on finit d'abord avec les routes qu'on a cassées. Qu'on ne casse, on laisse. Exemple, il y a la route de nouvelle route de Bonabola. C'est cassé depuis peut-être 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, là, on a fait qu'un côté, on a laissé l'autre. Et ça crée les accidents. Ça, il y a tué au moins peut-être 3 morts, 3 personnes là-bas. Si le gouvernement pouvait casser comme ça, ils arrangent aussi plus facile, vite. Ça allait être plus bien. Voilà, retour donc sur le plateau pour disséquer cette histoire, cette interpellation. Voilà. Bon, Bengan, la question des routes, mais également en rapport avec l'insécurité. Oui, mais davantage la célérité dans l'exécution des travaux. Oui. C'est d'ailleurs là où le FMI nous a tiré les oreilles. Donc, vous avez vu, j'ai vu dernièrement, on a barré au niveau de Kondi. Bon, et on attendait vraiment la saison de pluie. Charles Lamel l'avait dit ici. Donc, on attend la saison de pluie pour engager les travaux. Est-ce que ça va se faire avec célérité? Est-ce que les déviations qu'on fait lorsqu'on veut aménager les routes sont des déviations appropriées et tout? Non. Vous allez voir que ce soit sur l'axe lourd. Après, en allant à Edea, vous avez vu certaines déviations maintenant et tout. Bon, ces bus-là, dans la ville même de Douala, rien du tout. Donc, c'est le saupoudrage, on racole. On procède au racolage. C'est triste, ça. D'accord. Oui, Charles Lamel. Monsieur Eric Fopoussi, je ne sais pas si vous avez pris l'axe Douala-Mbaga depuis 2 semaines. Non. Rassurez-vous. Je suis honnête, non. Rassurez-vous, sortir de Douala est un calvaire, rentrer à Douala est un autre calvaire. Nous sommes partis de l'ouest, je pense que c'était samedi, aux alentours de 15h, 16h. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, nous avons traversé le pont à 22h. J'ai dit 22h. Pourquoi des embouteillages? Posez la question, vous allez vous rendre compte que les gars qui ont le chantier ont créé des déviations barbituriques, ont créé des déviations dont seul Matousalem peut venir expliquer comment est-ce que cela fonctionne. Vous vous retrouvez avancé à pas de tortue, elle ne peut même pas avancer parce qu'il n'y a personne qui est là pour vous dire comment vous allez fonctionner. Regardez le rond-point. Aujourd'hui, c'est difficile pour un gars de passer par le rond-point. Regardez à quelle heure les embouteillages commencent dans la ville de Douala ces jours. Vous ne pouvez pas prendre le boulevard de la République, vous ne pouvez pas prendre Pambopi. C'est compliqué, on ne sait plus où circuler. Pourquoi est-ce qu'on va créer, on va boucher certains axes, barrer certains axes sans penser aux déviations?
Les déviations ont fait quoi aux ingénieurs? Est-ce que c'est moi, Chalamel, qui vais prendre un stylo, la craie, pour aller expliquer aux ingénieurs des ponts et chaussées que vous ne pouvez pas barrer une route sans commencer par préparer une déviation? Pourquoi c'est difficile au Cameroun? Pourquoi c'est difficile au Cameroun? On aménage un endroit, vous devez monter sur le trottoir, passer, vous avez les motos qui ne vous laissent pas. Mais c'est compliqué. Avec les conteneurs, M. Eric Fopoussi, qui à des moments sont obligés de venir, de frotter la lampe dans la tête pour réussir à traverser. C'est grave. Dans une circulation intense. Et également à ce problème, on a... C'est un casse-tête chinois. Problème de stationnement au Cameroun. Mais attendez, on stationne où? Par exemple, dans la ville de Douala. Vous voyez, arriver dans un supermarché, vous stationner où? Là, ils vont marcher, vous allez stationner où? Marché central où? Tout est bouché. Donc, il faut, Eric Fopoussi, reconstruire la ville, reconstruire le Cameroun. Il faut tout casser et reconstruire. Et peut-être, je ne sais pas moi, Chalamel, peut-être que nos ingénieurs ont besoin de propositions. On se pose la question, peut-être. Mais le rond-point, le rond-point feu rouge, là, c'est à quoi? Le rond-point de Bonassamara, ça sert à quoi? Le rond-point qui est sur l'axe de Mabada, là, il y a deux ronds-points où un véhicule, je dis un véhicule avec une semi-remorque qui est en train de venir après la tendance, ne peut pas bien prendre le détour. Je vois. C'est compliqué. D'accord. Le délégué plante les fleurs. Alors, merci beaucoup. Mais quand ils plantent les fleurs, les benskinaires viennent pisser sur les fleurs, ils arrachent. C'est un benskinaire. Voilà le lycée des deux que le Ngom avait arrangé ce qu'on a dessiné les femmes. On avait dit interdit de jeter les ordures. C'est qu'un benskinaire finit de manger le fombo qui peut frotter sa bouche au mur. Vous croyez qu'on ne connaît pas? D'accord. C'est là-bas que vous pissez tous les jours. Pour revenir au sujet et dire que pour interpellation, c'est important aussi que les travaux soient accélérés, comme on l'a dit sur ce plateau, pour éviter les désagréments qu'on peut subir suite à ces multiples déviations mal inspirées et qui envoient souvent des gens dans la gueule du loup. Voilà qui est dit pour interpellation ce matin. Florazé, quelques messages pour voir ce que disent nos chers téléspectateurs ce matin. Alors, on a un téléspectateur qui dit merci au sous-préfet de Tchang. Il dit la boisson a aligné les Camerounais. Construire les stades alors que nous avons des écoles, à ciel ouvert, c'est le dos Omnisport qui pense que c'est pas possible. Hein. Voilà. Bonjour. Déjà, démocratiser le Cameroun reste toujours à la traîne sur les travaux de la CAN 2019. Autre réaction, le FMI veut une deuxième émeute de la faim. Car en 2008, c'était une hausse de carburant qui était donc le déclencheur. Bon, il faut dire que le FMI, que c'est pas d'actualité, hein, arrêtons de... Faut pas que les gens pensent qu'on a dit sur les élites qu'on va battre le carburant. C'est pas ce qu'on a dit. On a juste fait un rapprochement à l'époque avec un débat qui commençait à poindre à l'époque sur la question du carburant. Mais ce que le FMI demande, c'est que l'État du moins intègre les dépenses liées au carburant et à la sécurité dans la loi des finances 2018. On s'en tient là, c'est ça l'information. Maintenant, nos commentaires, c'est on est revenu sur l'historique des rapports avec le Cameroun et le FMI sur la question du carburant et notamment cette politique qu'avait inspiré, qu'avait souhaité que le Cameroun implémente via le carburant et l'augmentation du carburant. Le Cameroun a toujours dit niet, a toujours dit non, on va continuer à stabiliser via la CSPH et à subventionner pour que ça ne grimpe pas et qu'on ne sente pas les fluctuations du carburant sur le marché au Cameroun. Donc voilà, l'information. Donc on n'a pas dit que le carburant sera augmenté. Non, on n'a pas dit ça. L'amour est la réunion entre deux personnes qui décident de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc la femme ne doit pas seulement attendre de l'homme. Je voudrais dire de mettre d'abord Dieu devant toute chose. Avant l'arrivée des Blancs, on arrêtait les femmes pour le mariage en route, surtout chez la précision du message. Voilà.
Voilà. Alors, je n'arrive pas à... Je vais avoir la précision. Très attentif. Oui, moi également, mais j'ai... Parce que ce type de messages-là, ce sont des messages attacatoires. Alors, surtout, à la tradition le message, et surtout à la... Oui, le message dit... Oui, continue à lire le message. Surtout chez... je comprends pas. Il voulait dire quoi? Surtout chez les Mbombok. Et nos mamans restaient de plus en plus 50 ans en mariage. De nos jours, ça ne vaut pas la peine. Donc, seul Dieu connaît le lendemain. Donc, je ne sais pas si... Ça fait partie des idées reçues, c'est faux. C'est archi faux, ça. Bon, pour lui, justement, en Afrique, on ne forçait pas la femme des mariages. On ne rappe pas les femmes pour les amener en mariage. Et on arrêtait les femmes. Je sais pas dans quel contexte. Je vous invite à lire Tchekanta Diop, l'Afrique noire précoloniale. Vous allez voir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée des femmes? Vous allez voir que la femme... Le statut de la femme dite primitive est plus évolué que le statut de la femme dite moderne aujourd'hui. Donc, ce que vous reprochez à vos grands-mères, à vos de n'avoir pas été, elles étaient, j'allais dire, plus matures. À 18 ans, elles étaient plus matures que vous aujourd'hui. Ce n'est pas votre net, parce que vous pouvez appeler quelqu'un ce WhatsApp vidéo, vous pensez que c'est... Et j'aimerais surtout dire que même dans les pays occidentaux, il a fallu qu'il y ait mai 68 pour qu'on ait un commencement de libération de la parole féminine. Même Simone de Beauvoir le dit dans Mémoire d'une fille rangée. D'accord. Donc, il faut lire. C'est pour dire que l'Afrique avait déjà intégré la question de l'égalité, mais surtout de l'épanouissement de la femme et de son rôle, de sa place prépondérante dans la société, avant même que les Européens ne pensent à un jour concéder à la femme 2-3 petits pouvoirs. Et donc, oui, parce que c'est là que naît mai 68 avec le combat de Cohn-Bendit et les autres et tout ce qu'il y a eu comme manifestation là-bas. Mais sauf que ce mai 68 a plutôt, au final, jeté la femme occidentale et française en pâture, puisque on voit bien ce que ça devient aujourd'hui. Les violences faites aux femmes en France, allez demander les statistiques, tapez sur Google, vous verrez. Et que les femmes n'ont eu le droit de vote qu'au XXe siècle aussi. Voilà. Donc, hier là. Parce que beaucoup pensent qu'avant, dans ces pays-là, les femmes n'avaient pas le droit de voter. il faut mettre ça en perspective. Donc pour ceux qui veulent comparer les civilisations, il n'y a pas de comparaison à faire. La femme doit faire très attention car cet homme peut se comporter ainsi maintenant parce qu'il n'a pas. Elle a raison de penser ainsi. D'accord, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été là ce matin sur Equinox Télévision pour nous regarder le Zénith. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous demain. Mais déjà, nous sommes mardi et ce soir, votre émission préférée, Parole de femme de Jules Linguet, vous amène dans le quotidien de ces femmes danseuses professionnelles qui viendront évoquer tout ce qu'elles ont comme magie autour de leur profession. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Que Dieu bénisse le Cameroun.